L'une des croyances populaires les plus répandues est que la souris aime le fromage. Ce mythe est apparu il y a longtemps, dès que les gens ont commencé à stocker de la nourriture. Comme les souris sont des visiteurs réguliers des maisons humaines, elles étaient constamment à la recherche de nourriture. Les gens avaient l'habitude de stocker les céréales dans des bocaux. Ils suspendaient la viande, mais ils posaient les fromages sur une étagère. Les souris le mangeaient donc faute de mieux, et elles auront plus tendance à s'attaquer à du chocolat ou à un autre produit sucré qu'à du fromage. Je les comprends un peu. Les flamants roses ne se tiennent pas dans l'eau sur une pâte afin de ne pas avoir froid. C'est juste une façon plus simple de fournir moins d'efforts. C'est épuisant pour nous de nous tenir sur une jambe, mais pour eux, c'est la position la plus stable qui soit compte tenu de leur anatomie. Cette pose ne nécessite aucun travail musculaire. L'une des croyances les plus répandues est que les autruches enfouissent leur tête dans le sol quand elles ont peur. Avant, les savants pensaient que les autruches n'étaient pas très intelligentes, puisqu'elles cachaient leur tête sans se rendre compte que le reste de leur immense corps restait visible aux yeux de tous. En fait, les autruches le font lorsqu'elles veulent avaler du sable et des cailloux pour stimuler leur digestion, ou simplement pour retourner les œufs qu'elles ont pondus dans leur nid. Et techniquement, elles n'enterrent même pas leur tête, mais la reposent près du sol. Si elles mettaient la tête dans le sable, les pauvres bêtes ne pourraient plus respirer. Et il n'y a aucune raison de penser que l'autruche est peureuse. Comme bien d'autres animaux, elle s'enfuira si elle sent un danger arriver, ou bien elle saura se défendre. Quelle est selon toi la plus grande chose qu'une baleine bleue puisse avaler ? Je parle bien du plus gros animal ayant jamais vécu sur notre planète. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Son cœur est aussi gros qu'une voiture et sa langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. On imagine facilement une baleine bleue en train d'avaler des voitures, des gens et même des petits bateaux, mais c'est faux. La plus grande chose qu'elle puisse réellement avaler est un pamplemousse. Sa gorge peut laisser passer la taille d'une petite assiette à salade. Les baleines se nourrissent de petits poissons, de plancton et de crustacés. Donc, elles n'ont pas besoin d'une immense gorge. En revanche, nous ne pourrions pas survivre au suc gastrique d'une baleine bleue. Il nous achèverait en 15 secondes. C'est à peu près le temps que l'on pourrait passer dans l'espace en combinaison. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leurs bosses. Ces animaux peuvent résister à des conditions extrêmes. S'ils peuvent survivre en ne buvant qu'une fois tous les 8 à 10 jours, ce n'est pas parce qu'ils ont une réserve secrète dans le dos, mais parce que lorsqu'ils boivent, ils peuvent avaler près de 200 litres d'eau d'un coup. Cela reconstitue 30% de leur poids corporel, soit la quantité qu'ils peuvent perdre par déshydratation. Ils perdent donc beaucoup d'eau, mais en regagnent vite. Leur bosse est en fait un stock de graisse. L'oxygène que les dromadaires inhalent pourrait leur faire perdre trop d'eau car celle-ci s'évapore dans les poumons. En revanche, ils utilisent leur graisse comme source nutritionnelle d'énergie. Ceci les aide à survivre dans les régions arides et en période de pénurie. Le fourmilier n'aspire pas vraiment les fourmis avec son long museau. Cet animal géant a une très longue langue qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle a la forme d'un spaghetti et est recouverte de crochets épineux et de salive collante qui piègent les fourmis. Il peut la sortir jusqu'à 160 fois par minute, ce qui signifie qu'il peut manger jusqu'à 20 000 insectes en une seule journée. Il ouvre les fourmilières à l'aide de ses griffes, puis il finit le travail avec sa langue. Il n'a pas de dents, donc il avale son repas tout rond. Le cinéma a pu te donner un faux sentiment de sécurité en ce qui concerne les dinosaures. Rester immobile face à un T-Rex ne te sauvera pas. Prétendre que le roi des dinosaures avait une très mauvaise vue n'est qu'un mythe. Il voyait aussi bien que les rapaces d'aujourd'hui. Il avait une excellente perception de la profondeur, une capacité présente chez les aigles et les faucons actuels. Et même si par miracle, il ne te voyait pas ou s'il pensait que tu n'es qu'un petit arbuste parce que tu restes immobile, sache qu'il avait aussi un très bon odorat. Donc, la meilleure option serait de courir car le T-Rex n'est pas aussi rapide que ce que pensaient les scientifiques qui estimaient sa vitesse de pointe à 50 km/h. Au vu de son anatomie, il pouvait à peine atteindre les 20 km/h. Courir plus vite lui aurait causé de graves lésions osseuses. Mais cela ne l'a pas empêché de régner sur le monde animal,
car beaucoup de dinosaures étaient plus lents que lui. Il n'avait donc aucun mal à se nourrir. Une autre idée reçue affirme que les hiboux peuvent faire tourner leur tête à 360 degrés. Leur angle de rotation est limité à 270 degrés dans chaque direction, ce qui leur offre une amplitude de mouvement de 540 degrés. Ne t'inquiète pas si tu touches les ailes d'un papillon. Il ne perdra pas sa capacité à voler. Il survivra malgré les idées reçues. Les ailes des papillons ont des écailles. Quand on les touche, certaines peuvent se détacher, mais ce n'est pas forcément grave, car elles se détachent aussi naturellement. C'est d'ailleurs grâce à ces écailles que les papillons peuvent parfois s'échapper s'ils sont coincés dans une toile d'araignée. Le mythe suivant a inspiré de nombreux films, livres et séries. Mais non, les loups ne hurlent pas à la lune. Ils hurlent surtout la nuit, c'est vrai, mais uniquement parce que c'est la période où ils sont le plus actifs. Ils lèvent la tête en le faisant, car cela aide le son à se propager. Les autres loups peuvent aussi les entendre jusqu'à une distance de 10 à 15 km. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils hurlent, pour communiquer entre eux. Ils émettent des sons spécifiques à chaque situation, comme par exemple pour aider un loup qui a perdu sa meute à retrouver son chemin. La lune n'a donc rien à voir avec ça. On dit que les girafes n'ont besoin que de 30 minutes de sommeil par jour. C'est faux. Elles dorment environ 4h30 par jour. Ce n'est pas si inhabituel pour les espèces animales qui sont les plus actives durant la journée. Des études ont aussi démontré que les girafes s'allongeaient pour dormir moins de 11 minutes à chaque fois. Beaucoup de gens pensent que les taupes sont aveugles. En fait, ces petits mammifères fouisseurs voient, mais leur vue est très faible, car elle leur sert juste à reconnaître la lumière. Elles sont aussi daltoniennes. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture dans l'obscurité du sous-sol, ces créatures se fient surtout à leur toucher et à leur odorat. Leur sens du toucher est très développé et leur permet de ressentir les vibrations du sol. Cela les aide à éviter le danger ou à trouver plus facilement leur repas, qui est composé de 1000 pattes, de vers et d'autres invertébrés. Elles creusent assez vite, avançant de plusieurs centimètres par minute. Les animaux hibernent non pas parce qu'il fait trop froid pour rester dehors en hiver, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture durant cette période. Quand un animal hiberne, son rythme cardiaque, sa température, sa respiration et ses autres activités métaboliques ralentissent considérablement. Il conserve alors son énergie. Les tamias, les chauves-souris, les tortues et les serpents hibernent pendant l'hiver, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie pour les autres saisons où ils seront plus à même de se procurer de la nourriture. Si tu penses aux ours, ce ne sont pas de vrais hibernants. Et si tu essayes d'en caresser un pendant l'hiver en pensant qu'il dort, tu risques d'être très surpris. Ils sont ralentis et ils dorment pendant de longues périodes, mais ils ne roupillent pas forcément pendant tout l'hiver et tu peux facilement les réveiller pendant leur sommeil. Et pour finir, les perce-oreilles ne te pondront pas d'œufs dans les oreilles. Malgré leur nom, tes oreilles ne les intéressent pas. Du moins, il n'y a rien qui permette de le prouver. Ils préfèrent passer leur temps dans des endroits sombres et humides, comme sous l'écorce des arbres ou dans la terre. Donc, sois tranquille. Aux États-Unis, les gens sont victimes chaque année de 250 000 morsures humaines, de 400 000 morsures de chats et de 4,5 millions de morsures de chiens. Oui, nos adorables animaux nous attaquent souvent à l'improviste. Voici quelques exemples parmi les plus mignons et les plus féroces. Oubliez ces vidéos virales de gens qui enlacent des pandas. Ces mignonnes grosses bêtes peuvent être étonnamment dangereuses. Malgré leur look de dessin animé, ce sont des animaux sauvages et ils vous attaqueront s'ils se sentent menacés. Même un léopard des neiges évitera de déranger un panda adulte. Alors, si vous tombez un jour sur cet animal quelque part, gardez bien vos distances, surtout s'il a des petits. Les pandas sont passés d'un régime omnivore à un régime végétarien il y a quelques millions d'années. Mais ils ont toujours leurs dents de carnivores et leurs griffes pourraient sans mal déchirer votre tendre chair. Les scientifiques pensent que le régime strict de bambou des pandas pourrait contribuer à leur extinction. Il serait donc logique de planter des forêts de bambou afin d'empêcher ces gros nounours de retrouver leurs habitudes carnivores, non? Mais disons que vous faites une randonnée dans un bois en Chine, et soudain un panda furieux surgit de nulle part. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un spray anti-ours et soyez prêt à l'utiliser. Vous pouvez aussi faire semblant d'être mort. Engager le combat contre l'animal ne vous mènera à rien de bon.
Ne prenez pas vos jambes à votre cou. Parlez plutôt à l'animal tout en reculant lentement. Si un panda vous suit lors de votre randonnée, faites beaucoup de bruit sur votre chemin pour l'effrayer. L'odeur de la nourriture peut attirer les pandas, mais aussi les léopards des neiges. Alors évitez de cuisiner si vous savez qu'on vous traque. Et à propos de jolies peluches qui trompent leur monde, il ne faut pas non plus faire confiance aux koalas et aux wombats. Ces animaux australiens sont de proches parents. Ils partagent donc certains traits communs. Les koalas sont territoriaux, et ils n'hésitent pas à utiliser leurs griffes et leurs dents acérées pour le prouver. Si un koala vous mord, il ne lâchera pas prise facilement. Vous devrez le repousser. Il serait donc judicieux de porter un pantalon et une veste afin d'être mieux protégé en cas d'attaque. Et assurez-vous de surveiller vos animaux de compagnie, car les koalas pourraient les attaquer. Ne vous laissez pas tromper par ces vidéos sympas où l'on voit des gens câliner des koalas. Il s'agit là d'animaux de zoo qui ont été domestiqués. À l'état sauvage, c'est une toute autre histoire. Si vous rencontrez un jour ces créatures dans la nature, n'essayez pas de prendre un selfie et évitez de les provoquer en faisant du bruit. Bien que les koalas soient connus pour dormir 22 heures par jour, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'énerver. Les koalas ont tendance à être méfiants dès qu'ils repèrent des étrangers dans un rayon de 5 mètres. D'ailleurs, projeter de l'urine sur ceux qui les menacent est l'une de leurs techniques de défense préférées. La majorité des koalas à l'état sauvage vous rendront la vie dure si vous les embêtez. Une bonne raison de les laisser tranquilles. Les wombats ont beau ressembler à d'aimables hamsters. Ces marsupiaux nocturnes sont connus pour attaquer les gens, les chiens et même les dingos sauvages. Oui, ils ont mordu plusieurs personnes si gravement qu'elles ont dû être hospitalisées. Donc les règles de sécurité sont les mêmes qu'avec les koalas. Pas de câlin, pas de selfie. Au fait, si vous osez fuir un wombat, gardez à l'esprit qu'il peut courir jusqu'à 40 km/h. Et vous? Les cygnes. Quand on pénètre dans ce qu'ils considèrent être leur territoire, ces volatiles peuvent se montrer assez désagréables. Les cygnes défendront leurs partenaires et leurs nids de manière très agressive. Ils mordront s'il le faut, et ça peut être très grave. Ils construisent leur nid entre avril et juin et se tiennent sur leur garde. Alors, si vous nagez ou même marchez près d'un étang au printemps et que vous repérez un cygne qui vient vers vous, assurez-vous de garder une distance respectueuse. N'essayez pas de les toucher ou de les nourrir. Ne faites rien qui puisse les provoquer. Et ne vous approchez surtout pas de leur nid. Méfiez-vous du cygne muet, c'est un grand voyou dans le monde des oiseaux. Ces gars sont moins bavards que d'autres espèces de cygnes. Ils ne vous préviendront donc pas avant de s'attaquer à vous silencieusement. Si cela se produit, ne fuyez pas. Essayez de rester calme, ne tournez pas le dos aux cygnes et reculez lentement. Se protéger derrière une clôture ou un arbre est une très bonne idée. Vous pouvez aussi tromper le cygne en lui faisant croire que vous êtes un grand oiseau. Montrez-lui simplement votre parapluie ouvert ou un vêtement large qui ressemble à des ailes, si vous avez ça sur vous. Vous pourriez aussi tomber sur un cygne qui semblera avoir besoin de votre aide. Même si ça vous brise le cœur, vous devez éviter d'essayer de sauver l'oiseau tout seul. Parce que le cygne pourra percevoir votre aide comme une menace. Au lieu de l'aider, le mieux est de prévenir les gardes forestiers qui prendront soin de l'animal de manière appropriée. Il existe de nombreuses histoires de dauphins qui sauvent des gens et sont mignons comme tout, mais ils peuvent être étonnamment dangereux, surtout à l'état sauvage. Même les requins évitent en général de se frotter à un dauphin de mauvaise humeur. Nager avec ces créatures souriantes est plus risqué que vous ne le pensez. Les dauphins peuvent s'amuser à vous pousser avec leur nez et leur corps puissant. Dans certains cas, ils peuvent décider de vous entraîner sous l'eau ou de vous mordre. Malheureusement, tout le monde ne survit pas à de telles rencontres. Alors, comment distinguer un dauphin gentil d'un méchant? Tout d'abord, si le dauphin est sauvage, ne tentez jamais de le nourrir, de le caresser ou de jouer avec lui. Si vous les voyez claquer leurs mâchoires, chasser, claquer leur queue sur l'eau, ou même cracher des bulles, dites-vous bien qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Si vous faites un jour du kayak ou que vous nagez près d'un dauphin agressif, fuyez la zone aussi vite que possible. Vous voulez voir l'une des créatures les plus mature, les plus venimeuses de la Terre? Eh bien la voici. Difficile de résister à l'envie de mettre ce petit gars coloré sur votre paume pour prendre une jolie photo. Mais ça pourrait être votre dernière séance. La cocoïe de Colombie possède suffisamment de venin pour ôter la vie à 10 hommes adultes en bonne santé.
Ce poison s'attaque au système nerveux des prédateurs et provoque des contractions musculaires, une paralysie respiratoire et bien pire. Contrairement aux serpents et aux scorpions, les cocoïs de Colombie n'ont pas besoin de mordre pour injecter leur venin. Ils l'excrètent par leurs glandes cutanées. Donc, si vous touchez par mégarde cet animal, ne vous frottez pas les yeux et lavez-vous immédiatement les mains. La toxine doit pénétrer dans votre sang pour être active. Si vous avez des coupures sur la peau, rendez-vous dans un hôpital le plus tôt possible. Et gardez à l'esprit que la peau de ces grenouilles empoisonne tout ce qu'elle touche. Et que le poison peut rester sur les objets pendant près d'une année. Oh, regardez ce jouet qui ressemble à Shrek. Mais attendez, il est vivant. Voici l'un des rares mammifères venimeux de la planète, le nycticèbe. Pas étonnant que cette créature poilue soit la star du marché des animaux de compagnie clandestins. Mais il faut bien lire les instructions avant de l'acheter, car un remboursement est peu probable. Vous avez peut-être déjà vu cet animal lever les mains comme s'il se rendait à la police? Et non. Le nycticèbe libère la toxine de sa glande brachiale située sur ses coudes. Ce petit animal à l'aspect innocent prend son venin dans sa bouche pour le mélanger à sa salive. Ensuite, il frotte cette salive sur ses poils afin d'effrayer ses ennemis. Mais il peut aussi vous infliger une morsure que vous n'oublierez jamais. Cette toxine provoque un choc anaphylactique. Elle est donc dangereuse pour les humains. Vous voulez toujours ramener cette jolie créature chez vous? Prenez plutôt un chien. Ce n'est pas parce que l'ornithorynque ressemble un peu à un Pokémon que vous pouvez baisser votre garde. Les mâles ont une arme pour se battre contre leurs rivaux, des éperons cachés sur leurs pattes arrière. Ils contiennent un venin qui peut être fatal à un animal de la taille d'un chien. Mais attention quand même, ils s'attaquent également aux humains. On décrit la sensation provoquée par le venin de l'ornithorynque comme une douleur intense de longue durée qu'aucun médicament conventionnel ne peut soulager. Alors n'allez pas caresser cette créature, ça n'en vaut pas la peine. Il y a beaucoup plus d'animaux mignons mais dangereux sur la planète. Alors souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses, et restez en sécurité. Si un chien à l'air agressif s'approche de vous, n'hésitez pas à crier le plus fort possible. Cela établira votre domination et effraiera l'animal. Oui, c'est bien un mythe répandu. Et non, ça ne vous aidera pas si vous rencontrez un chien qui semble vouloir vous attaquer. La meilleure solution dans cette situation plutôt effrayante est de rester immobile et d'éviter tout contact visuel direct avec l'animal. Vous ne devriez surtout pas courir, cela pourrait seulement encourager le chien à vous poursuivre. Et si l'animal attaque, tombez au sol et roulez-vous en boule en protégeant votre tête et votre cou avec vos mains. Mais que faire si vous tombez sur un autre représentant bien plus dangereux de la famille des canidés, comme un loup? La fuite ne vous sauvera pas. Les loups sont beaucoup plus rapides que les humains, surtout en forêt. De plus, dès que vous commencez à courir, l'instinct de chasseur du loup s'éveille immédiatement. Au lieu de cela, maintenez un contact visuel avec l'animal en tout temps et ne lui tournez jamais le dos. En tentant de fuir, assurez-vous que le loup reste devant vous. Si le prédateur finit par se trouver derrière, ses instincts le pousseront à attaquer. Alors, reculez lentement tout en faisant face à l'animal. Vous avez peut-être entendu dire que si vous avez été mordu par un serpent, vous devriez appliquer de l'ail sur la zone de la morsure. Encore une idée reçue. L'ail n'a absolument aucun effet sur le venin de serpent. Au lieu de cela, essayez de vous souvenir de la couleur et de la forme du serpent. Cela peut aider les médecins à traiter la morsure et à déterminer quel antivenin est nécessaire. Par ailleurs, tâchez de rester aussi immobile et aussi calme que possible. Cela peut ralentir la propagation du venin. Et bien sûr, sollicitez immédiatement une aide médicale. Si vous voyez un ours, tombez au sol et faites semblant d'être mort. Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours de cette manière. Tout d'abord, vous devez montrer à l'animal que vous n'êtes pas une proie. N'émettez pas de sons aigus et ne criez pas, car de cette façon, vous pourriez encore plus agacer le plantigrade. Si vous agitez vos bras, faites-le lentement. Si vous choisissez d'apaiser l'ours, faites-le d'une voix basse et calme. Sans détourner les yeux de l'animal, commencez à vous déplacer latéralement. Cela vous empêchera de trébucher et de tomber. Ne vous précipitez pas et ne vous enfuyez pas non plus. Bien qu'à première vue, les ours puissent sembler lourdeaux et maladroits, ils sont d'étonnamment bons sprinteurs.
De plus, ces animaux aiment traquer leur proie. C'est pourquoi, si un ours vous charge, arrêtez tout à fait de bouger. Il existe une idée répandue selon laquelle les abeilles ne pourraient piquer qu'une seule fois. Mais, en réalité, le problème est que le dard des abeilles est barbelé et peut facilement se ficher dans la peau de leur victime. Le dard reste coincé. L'abeille ne peut pas se libérer et ne survit généralement pas à un tel accrochage. Vous devez vous souvenir que les abeilles protégeront leur ruche quoi qu'il arrive. Et elles peuvent vous piquer même si vous ne faites que passer à côté. Les couleurs sombres peuvent rendre les abeilles plus agressives, car ces teintes font ressembler les gens à leurs ennemis naturels. C'est pourquoi si vous êtes vêtu d'un t-shirt noir, vos chances de vous faire piquer par ces insectes sont plus élevées. Si un essaim d'abeilles vous poursuit, cachez-vous dans un endroit clos ou sombre. Le manque de luminosité devrait détourner ces insectes de votre piste. Des règles similaires s'appliquent aux rencontres avec les guêpes. L'une des pires erreurs que vous puissiez faire est d'avoir vos longs cheveux détachés et de porter des habits foncés. Les guêpes sont attirées par les objets sombres en mouvement, et vos vêtements ainsi que vos cheveux répondent parfaitement à cette description. Alors, si vous soupçonnez que vous pourriez tomber sur des guêpes, portez des vêtements de couleur claire et attachez vos cheveux en queue de cheval ou en chignon. Contrairement à la croyance populaire, baignir une piqûre de guêpe dans du vinaigre ou du bicarbonate de soude n'est d'aucune utilité. Au lieu de cela, appliquez de la glace sur la zone affectée. Les gorilles sont surnommés les rois de la jungle, et ce n'est pas sans raison. Ce sont des animaux dominateurs qui ont tendance à protéger leur famille et leur territoire. Ils ne vous attaqueront normalement pas si vous vous comportez poliment. Ainsi, lorsque vous rencontrez un gorille, asseyez-vous. De cette façon, vous n'aurez pas l'air grand et menaçant en surplombant l'animal. Essayez de ne pas faire de bruit fort et évitez le contact visuel direct. En cas d'attaque ou d'approche, roulez-vous en boule. Les gorilles sont de fières créatures, et en règle générale, ils n'attaquent pas les faibles et les sans défense. Étonnamment, un kangourou sauvage peut aussi représenter une sérieuse menace pour l'homme. Mais cela n'arrivera que si vous pénétrez sur le territoire de l'animal et qu'il se sent menacé. Pour éviter le conflit, toussez, et ce n'est pas une blague. Votre toux doit être brève et discrète. Le kangourou la considérera comme un signe que vous êtes malade, et il y a une chance qu'il ne vous attaque pas. Après cela, reculez lentement. De cette manière, vous paraîtrez plus petit, donc moins menaçant. Ne vous retournez pas et ne courez pas non plus. Cela ne ferait que provoquer l'animal. Souvenez-vous que les kangourous sont d'excellents sauteurs, capables de vous rattraper en quelques instants. Et bien sûr, il nous faut parler des requins. La bonne nouvelle est que sur plusieurs centaines d'espèces de requins existant sur Terre, seule une douzaine environ s'en prend aux humains. Mais si un requin s'intéresse à vous, il sera extrêmement difficile de vous échapper. Pour ne pas attirer les requins, évitez que du sang ou d'autres fluides corporels ne se retrouvent dans l'eau. Les requins peuvent en sentir l'odeur sur de très grandes distances. De plus, lorsque vous allez nager, retirez vos bijoux brillants ou autres accessoires réfléchissants. Les requins sont attirés par les choses qui brillent parce qu'ils les confondent avec les écailles des poissons. Ne tournez pas le dos à ce prédateur. Et n'essayez pas de vous enfuir en paniquant. Vous ne feriez que ressembler à une proie de cette façon. Déplacez-vous lentement. Frapper l'animal dans les yeux ou les branchies peut seulement le mettre plus en colère et le rendre plus déterminé à attaquer. Au lieu de cela, tâchez plutôt de faire des boules. Elles sont trop bruyantes pour les requins, et ces animaux ne les apprécient guère. Si vous croisez un sanglier sauvage, ce serait une erreur d'essayer de lui échapper en sautant dans l'eau. Il se trouve que les sangliers sont de bons nageurs, qui peuvent facilement vous poursuivre s'ils se sentent menacés. Au lieu de cela, commencez à siffler ou à chanter si vous apercevez un sanglier sauvage qui se promène non loin de vous. Si vous vous retrouvez nez à nez avec un lion, maintenez un contact visuel avec l'animal. Ne tournez pas le dos et ne détournez pas les yeux, cela donnerait au prédateur le temps d'attaquer. Essayez de paraître plus imposant que vous ne l'êtes réellement. Levez vos bras et agitez votre veste. Si vous paraissez grand et menaçant, l'animal tâchera d'éviter la confrontation. Parlez au lion d'une voix raisonnablement forte et confiante. Ce comportement n'est pas typique d'une victime. Vous déconcerterez le prédateur et il vous percevra comme une présence énervante qu'il vaut mieux éviter. Les éléphants sont des animaux intelligents et plutôt amicaux, mais ils sont également connus pour attaquer les gens. C'est particulièrement vrai pour les éléphantes accompagnées de leurs petits. Si vous vous retrouvez face à un éléphant, prêtez attention à son langage corporel. Si sa trompe est enroulée et ses oreilles rejetées vers l'arrière,
Cela signifie qu'il pourrait essayer de vous attaquer et de vous écraser. Si l'animal s'approche, ne courez pas. Essayez de trouver quelque chose qui puisse servir de barrière entre vous et l'éléphant. Cela peut être un rocher ou un arbre. Les rhinocéros ont une mauvaise vue, c'est pourquoi il est facile de les effrayer et de les pousser à attaquer. Ces animaux peuvent atteindre les 60 km/h, et il est donc vraiment difficile de leur échapper. La manière la plus efficace d'échapper à un rhinocéros est de se cacher derrière un arbre. C'est un sérieux obstacle pour l'animal. Il est également peu probable qu'il vous poursuive à travers les buissons ou les hautes herbes. Les hippopotames peuvent parfois sembler mignons, mais cette image est trompeuse. Ces pachydermes peuvent être extrêmement dangereux. En dépit de leur poids, les hippopotames peuvent courir à une vitesse de 30 à 45 km/h. De plus, il est assez facile de les énerver. Donc, si le temps est particulièrement chaud, essayez de ne pas vous approcher des buissons. Le niveau de l'eau baisse pendant la saison sèche, et les hippopotames se cachent dans les hautes herbes. Pour que l'animal vous laisse tranquille, grimpez en haut d'un arbre, d'un rocher ou d'une colline escarpée, et attendez là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Malgré la croyance populaire, les taureaux réagissent au mouvement, et non pas à la couleur rouge ou à toute autre couleur. C'est pourquoi si un taureau court vers vous, restez droit et immobile. Utilisez votre casquette, votre t-shirt ou tout autre vêtement que vous ayez à portée de main en guise de leurre. Lorsque le taureau s'approche suffisamment, jetez cet accessoire aussi loin de vous que possible. Le taureau changera de trajectoire et poursuivra cette nouvelle cible. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retrievers mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Mégatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 3600 kilos.
Ces restes sont été retrouvés dans les forêts et les prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le vélociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Shastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Shastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Ce sont, juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation.
La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Laissez-moi vous présenter les petites terreurs de notre monde, les fourmis de feu. Lorsqu'elles piquent, elles injectent un venin susceptible de causer de graves problèmes. Pour la plupart des gens, c'est juste une sensation de brûlure et des cloques qui se forment. Mais pour d'autres, surtout ceux qui y sont allergiques, c'est une question de vie ou de mort. Ces fourmis établissent leur colonie juste sous nos pieds. Elles sont promptes à se rassembler et protègent farouchement leur nid. Elles ne font preuve d'aucune pitié envers les intrus. Leurs morsures sont évaluées à environ 1,2 sur l'échelle de la douleur des piqûres d'insectes de Schmidt, où 4 représentent le maximum. Vous en ressortiriez sans doute secoué, mais la sensation demeure moins intense que lorsqu'une guêpe vous pique. Ces fourmis sont originaires des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, on peut même les trouver dans certaines zones tempérées d'Amérique du Nord. Dans leur colonie, les fourmis de feu observent une stricte hiérarchie. Une reine, des mâles et des femelles ailées, et différents types de travailleuses asexuées. Elles communiquent au moyen de phéromones et de sons. Le membre le plus redouté de cette espèce est la fourmi rouge importée. Celles-ci proviennent d'Amérique du Sud et ont envahi le sud des États-Unis. Elles érigent de grands monticules, rendant l'agriculture difficile et endommageant les récoltes. Il est presque impossible de les réguler. Et comme si cela ne suffisait pas, apparaît maintenant l'émergence d'une autre espèce invasive, la fourmi folle de Raspberry. Celle-ci présente une menace envers tout écosystème endémique. Il s'avère que les fourmis peuvent être dangereusement hostiles. Les chatoyants méloïdés figurent parmi les 10 insectes les plus dangereux au monde. Heureusement, ils ne sont pas mortels pour l'homme, à moins qu'ils ne nous attaquent en grand nombre. Toutefois, ils représentent une sérieuse menace pour les grands animaux tels que les chevaux. Les coléoptères de la famille des méloïdés produisent une toxine appelée cantharidine, qui provoque des rougeurs et des ampoules sur la peau. Par le passé, les gens croyaient qu'elle pouvait traiter les verrues et même la rage, et certains sont même allés jusqu'à l'inclure dans des filtres d'amour. C'est un jeu risqué, néanmoins. Dans les années 50, un Britannique a été condamné pour avoir donné des bonbons imprégnés de cantharidine à 2 femmes, entraînant leur mort. Ces insectes ne sont pas à prendre à la légère. Les manipuler ou les ingérer est extrêmement dangereux. Or, ils sont attirés par la luzerne et le foin. Si un cheval mange l'un ou l'autre de ces aliments, même une poignée de méloïdés sont capables de libérer suffisamment de cantharidine pour le tuer. Cette adorable chenille d'Amérique du Sud est la Lonomia obliqua, et c'est la chenille la plus dangereuse sur Terre. Elle est responsable d'une quantité de décès à cause de son puissant venin. Il s'agit de la larve d'un saturnidé. Lorsqu'elle grandit, elle devient un superbe et inoffensif ver à soie. Mais si vous les apercevez alors qu'elles sont encore juvéniles, mieux vaut rester à l'écart. Leur toxicité provient de leurs poils chargés de venin. Ils leur servent de mécanisme de défense contre les prédateurs. Le poison perturbe la coagulation sanguine et peut provoquer de très graves symptômes, comme des sensations de brûlure, des vomissements, des problèmes rénaux, et parfois même pire encore. Une seule piqûre n'aura probablement pas de sérieuses conséquences. Elle délivre seulement une infime quantité de venin. Mais ces chenilles ont tendance à se regrouper, et elles sont très douées pour le camouflage, ce qui accroît le risque de piqûres multiples.
Les criquets eux-mêmes ne sont pas si dangereux pour l'homme, ce ne sont que des sauterelles ordinaires et bruyantes. Mais ils sont tristement célèbres pour leur comportement d'essaimage. Ces essaims se rassemblent souvent lors des périodes sèches et arides, puis tout à coup, une grande quantité de pluie s'abat, et les plantes recommencent à pousser rapidement. Une fois l'essaim parti, il est presque impossible de l'arrêter. Il peut se muer en une force destructrice en quelques minutes. Tout au long de l'histoire, les fléaux de sauterelles ont été particulièrement dévastateurs, provoquant des ravages dans les cultures et les terres agricoles. Ce qui est intéressant, c'est que leur autre nom de locuste peut désigner différentes choses en fonction des différentes régions du globe. Dans certains cas, les Américains se réfèrent ainsi aux cigales, qui sont également connus pour leur cacophonie. Mais pour nous, locuste désigne habituellement les criquets, des créatures anciennes, relativement inchangées depuis l'ère du Trias. Ils font partie des plus anciens insectes sur Terre. Les guêpes, les frelons et même les abeilles peuvent présenter un danger extrême, en particulier pour ceux qui sont allergiques à leurs piqûres. Comme son nom l'indique, le frelon géant est le plus grand des frelons. Il peut atteindre jusqu'à 5 cm de long. Il possède un venin puissant, capable de causer un terrible inconfort, et peut même être pulvérisé dans les yeux des gens. Il existe une espèce encore plus venimeuse aux Philippines, appelée Vespa luctuosa, à ne pas confondre avec Wingardium leviosa. Des fans d'Harry Potter quelque part? En tout cas, les décès dus aux guêpes ou aux abeilles sont rares mais ne sont pas inconnus. Au Royaume-Uni, environ 10 personnes meurent chaque année de réaction aux piqûres d'abeilles ou de guêpes. Restez toujours prudents, ces insectes sont tous très territoriaux et défendront farouchement leur nid. Lorsqu'ils sont provoqués, ils signalent le danger à leurs congénères et déclenchent un branle-bas de combat général. Si vous devez absolument les manipuler, il est préférable de faire appel à des professionnels. La puce est aussi humble que minuscule, mais elle a eu un impact colossal sur l'histoire et la santé humaine. Ce ne sont pas seulement des parasites agaçants, elles sont des vecteurs notoires de diverses maladies et sont responsables de certaines des pires épidémies de toute l'histoire. Au XIVe siècle, je n'étais pas encore là à l'époque, et c'est tant mieux, car la peste bubonique a tué plus de 25 millions de personnes à travers l'Europe. Les puces ont joué un grand rôle dans sa propagation. Elles passent leur vie à chercher des hôtes à sang chaud pour s'en nourrir, qu'il s'agisse de reptiles, de mammifères, d'animaux domestiques ou d'humains. Malgré leur petite taille et l'absence d'ailes, elles compensent cela par une capacité de saut impressionnante. Elles peuvent bondir jusqu'à 1,80 m de haut et parcourir ainsi plus de 360 mètres dans les airs. Une piqûre de puce peut sembler n'être qu'un désagrément mineur, causant des démangeaisons et une inflammation. Mais une grande quantité d'entre elles peut entraîner l'anémie de l'hôte. Bien sûr, la partie la plus dangereuse à leur sujet demeure les virus, bactéries et autres parasites qu'elles transmettent. Les Triatominae vivent principalement dans les deux parties du continent américain, avec des populations plus petites en Afrique et en Asie. Elles sont particulièrement douées pour transmettre des bactéries, des virus et des parasites. L'un des parasites dont elles sont porteuses est le Trypanosoma cruzi. Il est responsable de maladies qui touchent des millions de personnes à travers le monde et qui font des milliers de victimes chaque année. Ce qui n'est pas anodin, c'est que les symptômes n'apparaissent souvent pas avant 10, 20 ou même 30 ans après avoir été piqués. Ils se manifestent généralement par une insuffisance cardiaque, des problèmes digestifs ou des troubles du système nerveux. Ces insectes sont de véritables vampires, qui vous sucent le sang et sont attirés par la respiration de leurs proies. Si vous respirez par la bouche, vous êtes soumissible de choix. Ce ne sont pas non plus les mangeurs les plus raffinés, mordant souvent de manière quasi incontrôlable, ce qui ne fait qu'ajouter au problème. Beaucoup ont déjà entendu parler de la mouche tsetse, un insecte singulier et effrayant, originaire d'Afrique tropicale. Ces mouches sont porteuses d'une des maladies humaines les plus dévastatrices, celle du sommeil. De même que les Triatominae, la mouche tsetse est transmetteuse de trypanosomes, les parasites qui provoquent ladite maladie. Elles acquièrent ce parasite à partir d'un hôte infecté où celui-ci se développe à l'intérieur même du corps de la mouche. La maladie du sommeil ne frappe pas immédiatement. Après une piqûre, il faut 1 à 3 semaines pour que les symptômes apparaissent. Fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et démangeaisons. À mesure que le mal progresse, il peut envahir le système nerveux,
entraînant la confusion, l'insomnie et une perte d'équilibre. Sans traitement, il peut entraîner un coma suivi d'une issue fatale. Heureusement, la maladie du sommeil peut être traitée, et le nombre de pertes humaines tend à diminuer. La mouche tsetse a aussi une importance historique, sa présence ayant entravé l'expansion coloniale européenne en Afrique. Et la couronne de l'insecte le plus dangereux au monde revient aux moustiques. Ce n'est guère surprenant. Malgré leur petite taille, ils ont un impact colossal. Ils ne sont pas seulement responsables de plus de pertes humaines chaque année que tout autre animal, mais ils ont également laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ces petits insectes ont joué un rôle dans l'ascension et la chute de civilisations entières. Ainsi, le paludisme a considérablement affaibli les anciennes civilisations grecques et romaines. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les moustiques eux-mêmes qui sont dangereux, mais encore une fois, leurs parasites. Bactéries et virus se transmettent par leurs piqûres. Ces horreurs volantes propagent ainsi un buffet entier de maladies. En plus du paludisme, on compte la fièvre jaune, qui, tout comme avec la mouche tsetse, n'a eu de cesse d'entraver les efforts de colonisation des régions tropicales. Le plus effrayant d'entre eux est le moustique anophèle. C'est le prédateur ultime du monde des insectes, responsable de plus de morts et de maladies que n'importe quel autre. Comment combattons-nous ces ennemis minuscules mais pourtant si puissants? Avec la prévention. Nous devons éliminer l'eau stagnante dans notre environnement immédiat et pratiquer des mesures de contrôle des moustiques. Il nous faut toujours avoir 2 coups d'avance pour nous protéger de ces dangereux insectes. Il existe des requins qui brillent dans le noir. Par exemple, les requins-houles. Ils vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, à près de 518 mètres sous la surface. Personne ne sait exactement pourquoi, mais ils émettent une lueur fluorescente que seuls les autres requins-houles peuvent voir. Les scientifiques ont détecté cette lueur en utilisant des filtres qui bloquent la lumière jaune. Ils pensent que cela pourrait être le moyen pour ces gros poissons de communiquer avec leurs copains. Cette lueur aide ces requins à combattre les infections au niveau microbien. Les vachers ont des mots de passe secrets qu'ils utilisent pour se reconnaître entre eux. Il s'agit d'un type spécifique d'oiseaux parasites puisqu'ils pondent leurs œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux. Les jeunes vachers ont un mécanisme interne qui leur permet de reconnaître le chant de leur espèce comme une sorte de mot de passe secret que seuls connaissent. C'est ainsi qu'ils parviennent à trouver d'autres oiseaux de leur espèce. Un grizzly a une force de morsure incroyablement forte. Il peut sembler mignon, mais si tu t'approches de ce grand gaillard, tu ferais mieux de rester hors de portée de ses griffes tranchantes et surtout de sa gueule. Sa force de morsure est de plus de 8 millions de pascal, ce qui signifie qu'il peut broyer une boule de bowling. Certains animaux ont de grosses rayures épaisses, d'autres sont plus superficielles. Les tigres font partie du premier groupe. Non seulement leur fourrure est rayée, mais leur peau l'est aussi. Il en va de même pour d'autres grands félins à fourrure comme les léopards des neiges. Les girafes et les zèbres font partie du deuxième groupe, car ils ont des motifs uniquement sur leur pelage. En parlant de zèbres, penses-tu qu'ils sont noirs avec des rayures blanches ou blancs avec des rayures noires? Au premier abord, il semble que la deuxième option soit la bonne. Leurs rayures noires se terminent principalement vers l'intérieur de leurs pattes et sur leur ventre, et le reste est blanc. Mais ce n'est pas vrai. Étonnamment, ils sont noirs avec des rayures blanches. Toute leur fourrure, qu'elle soit blanche ou noire, pousse à partir de follicules qui contiennent des cellules appelées mélanocytes. Tous les animaux possèdent ces cellules. Elles produisent un pigment appelé mélanine qui donne de la couleur à leurs poils et à leur peau. Chez les zèbres, des messages chimiques indiquent quel mélanocyte envoie le pigment à quelle zone de la fourrure. C'est pourquoi les zèbres ont un motif noir et blanc. Mais le blanc n'est pas un pigment propre, c'est une absence de mélanine. Le noir est donc leur couleur par défaut. Les koalas ont des empreintes digitales si proches des nôtres qu'elles pourraient même altérer les scènes de crime. Apparemment, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les humains. Mais regarde de plus près leurs mains. Elles ont des boucles et des arcs distinctifs, donc si un koala veut faire quelque chose d'illégal, il serait bon qu'il porte des gants. Les crabes fantômes grognent lorsqu'ils sont en présence de créatures qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent menaçantes. Ils le font en utilisant leurs dents de leur estomac. D'abord, ils te font savoir qu'ils se défendront si tu tentes quelque chose en te montrant leurs pinces. Si cela ne fonctionne pas, ils émettent un grognement effrayant comme les chiens. Mais le bruit provient du frottement de leurs 3 dents longues et dures à l'intérieur de leur estomac. Les crabes fantômes produisent le même bruit lorsqu'ils broient de la nourriture.
En parlant de dents, savais-tu que les défenses des narvals sont en fait une sorte de dents à l'envers? Contrairement à la majorité des autres baleines, les narvals sont les seuls à posséder une grande défense ou dents qui poussent à l'intérieur de leur mâchoire. Ils possèdent jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées, ce qui signifie que sa défense est très sensible à tout type de contact. C'est presque comme un morceau de peau, car les défenses n'ont généralement pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Près de 95% des humains sont droitiers, et c'est la même chose pour les grands dauphins. Il y a même plus de droitiers parmi eux que parmi les humains. Lors d'une recherche, les scientifiques ont découvert que les grands dauphins se tournent vers le côté gauche plus de 99% du temps, ce qui signifie qu'ils sont droitiers. Ils placent leur côté droit et leur œil droit plus près du fond de l'océan lorsqu'ils vont chercher leur proie, comme les calamars, les crevettes ou les petits poissons. D'autres faits intéressants sur l'océan. Tu savais que les baleines à bosse utilisent des bulles lorsqu'elles poursuivent leur proie? On pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de méthodes particulières vu leur taille. Mais lorsqu'elles guettent leur proie dans les eaux profondes, ces baleines font équipe et utilisent une technique appelée filet à bulles. Tout en nageant en spirale ascendante, elles soufflent des bulles sous l'eau. Ces bulles empêchent les poissons de s'échapper. La plus ancienne preuve que nous ayons de chats domestiqués remonte à 12 000 ans. Des chercheurs l'ont découverte il y a près de 20 ans en creusant dans un ancien village de Chypre. Ils ont trouvé des ossements de chats juste à côté d'ossements humains, ce qui suggère qu'ils étaient proches même lorsque leur vie prenait fin. Les humains étaient des chasseurs, ils ont donc domestiqué les chiens en premier, il y a environ 29 000 ans. Les chiens les aidaient à attraper d'autres animaux, mais ils ne pensaient pas avoir besoin de chats jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser et à stocker les surplus de récolte. Les souris sont souvent présentes dans les entrepôts de céréales, et les chats se sont avérés très utiles à cette époque. Les macareux sont très ingénieux lorsqu'ils veulent se gratter le corps. Ils peuvent sans doute être fiers de leur magnifique bec, mais ils pensent manifestement que ce n'est pas suffisant pour se gratter. Les chercheurs ont remarqué qu'ils ont tendance à prendre spontanément un petit bâton en bois pour gratter un endroit qui les démange. Il y a un type spécial de fourmi qui ne vit que dans une petite partie de Manhattan. Le terre-plein de Broadway, entre les 63e et 76e rues, est l'endroit que ces créatures rampantes ont décidé de choisir. La Manhattan Ant semble venir d'Europe, mais aucune espèce européenne ne peut réellement lui ressembler. Les fans de Potter, pouvez-vous croire qu'il existe une chose comme une grenouille en chocolat? Eh bien, pas tout à fait, mais ça lui ressemble. La Nouvelle-Guinée et l'Australie n'ont pas toujours été séparées. Elles ont passé des millions d'années ensemble jusqu'à ce que, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers les sépare. Comme elles sont restées ensemble pendant si longtemps, certains animaux et certaines plantes vivent encore dans les deux régions, notamment les rainettes de White. Ces grenouilles se sont répandues très loin et certaines d'entre elles qui vivent dans des régions chaudes et marécageuses entourées de nombreux crocodiles ont l'air d'être en chocolat. Nous connaissons tous les flamants roses pour leur couleur particulière, mais ils ne sont pas vraiment roses. Ils naissent gris et resteraient ainsi s'ils ne se nourrissaient pas d'algues bleues et de crevettes. Ces aliments contiennent un colorant naturel spécifique, ce qui explique pourquoi les plumes des flamants roses deviennent roses avec le temps. Lorsque les petits diables de Tasmanie grandissent et quittent leur mère, ils se regroupent et forment des liens qui durent toute leur vie. Les vaches ont aussi des liens sociaux plus forts qu'on ne le pense. Elles aiment socialiser et nouent des amitiés durables. Une étude a même révélé que leur rythme cardiaque augmente sensiblement en signe de stress lorsqu'elles sont séparées de leurs meilleurs amis. Imagine que tu puisses simplement te congeler pendant les froides journées d'hiver au lieu d'écouter tes dents claquer et d'essayer de fermer ta veste. C'est ce que peuvent faire les grenouilles. Les grenouilles aquatiques hibernent principalement sous l'eau et passent la majeure partie de l'hiver au fond d'un étang, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau. Les crapauds et les grenouilles ont généralement le sang froid, ce qui signifie que la température de leur corps adopte celle de leur environnement. Ainsi, les grenouilles peuvent geler pendant l'hiver en raison d'une forte concentration de sucre ou de glucose dans leurs organes vitaux. Une fois dégelées, elles continuent comme si de rien n'était. Les pieuvres ont 3 cœurs et du sang bleu. Elles peuvent se déplacer à une vitesse de 40 km/h et projettent de l'encre qui non seulement brouille le champ visuel du prédateur, mais lui nuit également. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux, le cerveau central et 8 cerveaux plus petits situés dans leurs bras. C'est pourquoi leurs bras peuvent ouvrir un coquillage alors que le cerveau central est occupé à faire autre chose. Une pieuvre goûte même avec ses bras.
Elles possèdent des cellules dans leurs ventouses qui permettent aux bras de toucher et de goûter de manière à détecter les substances chimiques produites par les créatures marines. De cette façon, une pieuvre peut distinguer ses proies des rochers. La règle de survie la plus connue en ce qui concerne un face-à-face avec un ours est de rester immobile et de faire semblant d'être mort. Mais cette règle ne fonctionnera pas avec tous les ours, seulement avec les grizzlies et les ours bruns. Si vous vous trouvez en Amérique du Nord, vous les trouverez en Alaska, dans l'État de Washington, le Montana, l'Idaho et le Wyoming. Les ours noirs, ceux auxquels vous devez échapper à tout prix, vivent sur un territoire plus vaste. On les trouve dans 40 États américains, une grande partie du Canada et même certaines régions du nord du Mexique. Ainsi, si vous vous promenez à Yellowstone, vous pourriez tomber sur un ours noir ou un grizzly. Mais si vous vous trouvez en Californie, l'ours que vous croiserez par accident sera très probablement un ours noir. Et non, vous ne pouvez pas simplement vous fier à la différence de couleur entre leurs fourrures. Les ours noirs peuvent être noirs, bruns, roux, blonds, gris-bleu, voire blancs. C'est compliqué, n'est-ce pas? Si vous remarquez une bosse sur les épaules de votre invité impromptu, c'est un grizzly. Les ours noirs n'en ont pas. Un grizzly aura aussi un visage plus enfoncé, des oreilles rondes et de longues griffes de couleur claire. L'ours noir a un museau droit, semblable à celui d'un chien, des oreilles pointues et des griffes plus sombres. Il y aura une interro là-dessus un peu plus tard. Enfin, peut-être. Donc, si vous êtes sûr que c'est un grizzly ou un ours brun, allongez-vous. Prenez une position fétale. Ramenez vos genoux contre votre poitrine et couvrez votre tête pour montrer à l'ours que vous ne présentez aucune menace. Ces gros lourdeaux attaquent principalement lorsqu'ils se sentent menacés. Mais vous ne pourrez jamais les dépasser à la course, alors n'essayez même pas. S'ils voient que vous êtes un petit être humain inoffensif, dans 99% des cas, l'ours passera son chemin. Attendez 2 à 3 minutes jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'entendre à proximité. Il pourrait rester dans les parages pour s'assurer que vous ne vous êtes pas relevé et, le cas échéant, passer à l'attaque. Si vous êtes paré pour une telle urgence et que vous avez un spray anti-ours sur vous, enlevez le clip de sécurité lorsque l'animal est à environ 5 mètres et vaporisez-en l'ours. Visez légèrement en dessous de son visage. C'est plus efficace que d'adopter simplement une position fétale. Lorsque l'ours bat en retraite, fuyez dans la direction opposée au prédateur. Vous avez tout compris. Si vous avez affaire à un ours noir, il ne s'arrêtera pas en vous voyant recroquevillé au sol. Et si vous n'avez pas de spray anti-ours sur vous et qu'il semble clairement intéressé, montrez-lui qui est le patron. Jetez-lui des pierres ou vos affaires et criez bien fort, applaudissez, faites-vous paraître plus grand en levant haut les bras et en agitant votre veste, grimpez sur un rocher ou sur une souche. Faites tout ce que vous pouvez pour l'effrayer. Les ours noirs ressemblent beaucoup à ces petits voyous à l'école qui en veulent à votre goûter. Ils abandonneront souvent s'ils voient que vous pouvez vous défendre. Si l'ours s'approche dangereusement de vous, frappez-le au nez ou aux yeux et essayez de le confondre ou de l'étourdir pour faire fuir cet indésirable compagnon de randonnée. Si l'ours, peu importe le type, est simplement assis à distance et vous regarde, essayez de vous éloigner très lentement. Déplacez-vous latéralement avec un léger angle pour ne pas trébucher en reculant loin du danger. De cette façon, l'ours ne pensera pas que vous essayez de fuir et ne sera pas incité à vous poursuivre. Parlez calmement à voix haute pour lui montrer que vous êtes un humain. Chanter peut aussi aider. Qui sait, peut-être qu'il connaîtra aussi la mélodie. Évitez le contact visuel direct avec l'animal et ne vous placez jamais entre un ourson et sa mère. Ne paniquez pas si l'ours se dresse sur ses pattes arrière, ce n'est pas une démonstration agressive. Si jamais vous prévoyez de visiter une région peuplée d'ours polaires, n'y allez pas sans moyen de dissuasion. Comme un tank par exemple. Les ours polaires mâles en bonne santé pèsent une demi-tonne, mesurent 2 mètres dressés sur leurs pattes arrière et peuvent pourchasser leur proie jusqu'à 40 km/h. Un groupe de 3 personnes ou plus peut pourtant suffire à intimider n'importe quel ours. Alors, ne sortez pas seul. Promenez-vous avec d'autres personnes et parlez fort pendant votre randonnée pour signaler que vous êtes un groupe d'humains. N'oubliez pas que tous les ours polaires ne sont pas des prédateurs désireux de faire de vous leur déjeuner. Certains d'entre eux vaquent simplement à leurs occupations. Si vous en voyez un avec la tête baissée, se faufilant, sans essayer d'aller ailleurs mais clairement en train de se focaliser sur vous, c'est là que vous devriez vous inquiéter. Éloignez-vous lentement de l'ours, ne courez pas, et utilisez vos moyens de dissuasion uniquement si l'ours s'approche de vous.
Certains prétendent que l'ammoniac serait un excellent répulsif pour les ours. Ils n'aiment vraiment pas son odeur, donc si vous en imbibez quelques chiffons et que vous les jetez aux ordures, ils ne devraient pas s'intéresser à vos poubelles. Et si vous croisez un ours dans la nature et qu'il ne semble pas tant s'intéresser à vous, l'ammoniac pourrait vous aider à le repousser. Néanmoins, l'ammoniac peut aussi endommager ses voies nasales, privant l'animal de son odorat, ce qui signifie qu'il ne sera plus capable de trouver sa nourriture. Cela pourrait également agacer un ours qui ne prévoyait pas de vous attaquer et le pousser à le faire. Tout ce qui a une odeur intéressante pour les ours, à commencer par votre nourriture et vos ordures, attirera leur attention et les poussera à venir inspecter votre tente. Cuisinez donc loin du camp et ne répandez pas d'ordures. Asperger votre tente de spray anti-ours pourrait s'avérer contre-productif. Les produits poivrés qu'ils contiennent peuvent leur rappeler l'odeur de la nourriture et pourraient être un moyen d'attirer les ours. Si vous remarquez un ours dressé au bord de la route, résistez à l'envie de vous arrêter pour prendre des photos. Éloignez-vous d'au moins 100 mètres et garez-vous dans un endroit sûr. Les ours en bord de route s'habituent rapidement aux humains et au bruit de la circulation, ce qui peut être dangereux pour eux. Et ils sont plus susceptibles de s'approcher des campings et des aires de pique-nique en quête de nourriture humaine. Les gens qui vivent en montagne ou au plus près de la nature sont habitués à la visite d'ours et ne les craignent généralement pas. Douglas Harder a ainsi aperçu une mère ours noire et ses 2 petits en train de vider la mangeoire à oiseaux de sa terrasse. Il lui est également arrivé de rentrer chez lui après un certain temps pour constater qu'un ours avait pénétré dans sa cuisine par une porte coulissante partiellement ouverte. L'intrus avait griffé un mur et chippé quelques friandises avant de s'enfuir. Harder venait juste de finir de nettoyer après l'ours, quand un ourson a poussé la tête à travers sa chatière. Ces photos sont devenues virales en ligne. Kristen Jones, quant à elle, rendait visite à ses parents en Caroline du Nord et avait décidé de faire du yoga sur la rive d'un lac à proximité. Elle portait des écouteurs et n'a pas entendu l'ours s'approcher d'elle par derrière. Soudain, elle a senti quelqu'un renifler et lécher son cou. Elle pensait que c'était le chien de ses voisins et a tendu le bras pour le caresser, ce qui a effrayé l'animal. Kristen a réussi à prendre quelques photos de l'ours en train de s'enfuir, bien que personne n'ait cru à l'histoire de cette léchouille. Elle se souvient de ce moment comme du plus effrayant de sa vie et espère qu'il ne se répétera jamais. Quant à l'ours, il se trouvait très probablement dans les parages en quête de nourriture, dans les poubelles et sur les terrasses des gens. Les scientifiques qui observent les ours polaires notent à quel point ces animaux sont incroyablement intelligents. Les membres de Polar Bears International ont pris des centaines de photos afin d'étudier au plus près ces animaux. Avant de recourir à une cage spéciale, ils prenaient leurs photos au moyen d'un appareil fixé à l'extrémité d'un long poteau qui était abaissé à une certaine hauteur. Un jour, le flash de l'appareil photo s'est déclenché juste devant le visage d'un ours. Il n'a guère apprécié ces méthodes de paparazzi, mais au lieu de détruire l'appareil photo, l'ours a calmement tendu la patte. Puis, il a étiré une griffe et l'a plantée dans le rebord de l'objectif. L'ours est resté ainsi et n'a plus lâché l'appareil photo. Le photographe avait beau essayer de remonter le poteau, c'était peine perdue. Après 15 bonnes minutes, le plantigrade a levé les yeux vers lui et a finalement lâché prise. On aurait dit qu'il essayait d'envoyer le message clair de ne plus jamais utiliser de flash sur lui. Le mégalodon était l'une des créatures les plus grandes et les plus féroces de notre planète. Mâchoire puissante, dents tranchantes comme des rasoirs, taille gigantesque. Mais connais-tu le son qu'il faisait ? Imagine-le grogner, imprégnant le monde sous-marin de vibrations sonores. Ce son ne ressemblait à rien d'autre. Le mégalodon ne poussait pas de cris, c'était un requin et ils n'ont pas d'organes producteurs de son. C'était un danger muet, mais malgré cela, tu aurais quand même pu l'entendre. Imagine-toi sous l'eau, lève la main et baisse-la rapidement. Imagine maintenant que tu as un gros sous-marin à la place de la main. Tu entends l'eau se déplacer autour de la coque, c'est à ça que ressemblait le bruit du mégalodon. Quand ce monstre montait à la surface et ouvrait ses mâchoires, cela faisait le bruit d'une chute d'eau. Ce requin géant nageait à grande vitesse. Quand l'eau passait à travers sa bouche et ses branchies, on aurait dit une rivière qui coulait, un puissant torrent. Le mégalodon ne produisait pas de son à part celui de l'eau qui coule. D'autres anciens poissons pouvaient émettre des sons, mais on les entendait à peine. Je ne parle pas des baleines, dauphins et de leurs ancêtres, car ce sont des mammifères. Les poissons communiquaient sur des fréquences inaudibles à l'oreille humaine.
Certains ont encore cette capacité. Mais dans l'ensemble, l'océan était et reste un endroit plutôt silencieux. Allons donc sur les terres anciennes pour écouter quel genre de son y était produit. Grâce aux technologies modernes, les scientifiques peuvent recréer les sons que produisaient de nombreuses espèces disparues. En utilisant des scanners, ils ont découvert que certains dinosaures possédaient des systèmes complexes de petits trous dans le crâne qui leur permettaient de produire un large éventail de sons et de réguler la température de leur corps. Et on a réussi à les recréer. Le Végavis, un ancien oiseau qui vivait il y a 79 à 145 millions d'années, émettait un cri similaire à celui de certains oiseaux de basse-cour comme le canard et l'oie. Mais cette créature le faisait de manière bien plus effrayante. Les scientifiques l'ont découvert grâce à un fossile de syrinx trouvé en 2016 en Antarctique. Il s'agit du plus ancien organe vocal connu au monde. Il aidait le Végavis à produire un double cancadement. Imagine une oie et un canard qui crient et démultiplient le volume. C'est à ça que ressemblait son cri. Les autres reptiles volants, comme le ptérodactyle, ne pouvaient pas crier comme le mégavis, car ils n'avaient pas de syrinx. Ces monstres ailés pouvaient grogner, siffler et claquer du bec, et c'était déjà bien efficace. Prends n'importe quel grand joueur de basket. Le crâne du ptérodactyle était légèrement plus grand. Imagine le bruit que faisait le dinosaure lorsqu'il faisait claquer un tel bec. Cela devait suffire à effrayer les autres créatures. Tu sais sans doute le bruit que faisait un tyrannosaure grâce au film, et tu reconnaîtrais parmi des milliers son rugissement semblable à un bruit de tronçonneuse, d'aspirateur et de corne de brume. Eh bien, ce rugissement n'est pas vraiment proche du vrai son que ce monstre pouvait émettre. Grâce aux technologies modernes et à des fossiles bien conservés, les scientifiques ont réussi à simuler le cri de ce titan. Imagine-toi en train de télécharger des données de T-Rex dans un programme et que tu te prépares à entendre son rugissement terrifiant. Tu appuies sur lecture et ça ressemble à un gazouillement. Le cri du Tyrannosaurus Rex était plus semblable à celui d'un oiseau et non d'un mammifère. Mais ce n'était pas juste un cri. Il utilisait ses narines pour crier et pas sa gueule. Un bourdonnement sortait de sa poitrine et ressemblait à une sirène avec plus de basse. Ça avait l'air bien plus intimidant que ce qu'on voit dans les films. C'était plus fort que toutes les trompettes d'un orchestre symphonique réuni. Et il le faisait uniquement à travers le nez. On ne sait pas avec certitude s'il pouvait rugir ou non par la gueule. On peut aussi entendre le son des dinosaures à long cou dans les films. Leurs cris étaient similaires à ceux des éléphants. Quelque chose entre un saxophone et un klaxon de voiture. Mais en fait, ces grandes créatures chuchotaient. Presque tous les mammifères émettent des sons grâce au nerf laryngé. Ce nerf descend le long du cou, puis contourne les vaisseaux sanguins de la poitrine et revient au larynx. En gros, le cerveau donne un signal et celui-ci parcourt 2 fois la distance du cou avant de sortir par la bouche. Souviens-toi du long cou de ces dinosaures. Il faisait la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Mais le signal vocal devait parcourir l'équivalent de 10 étages. Cela prenait beaucoup de temps, ce qui affectait leur rugissement. Donc, quand ils voulaient émettre un son, ils sifflaient simplement comme pourrait le faire une vipère géante. Mais le son le plus détaillé que les scientifiques ont réussi à obtenir est celui du Parasaurolophus. On reconnaît ce dinosaure herbivore grâce à sa longue crête à l'arrière de sa tête. Dans les films et documentaires, on le voit l'utiliser pour combattre ses adversaires. Certains scientifiques pensent qu'il l'utilisait aussi pour faire tomber les fruits et les feuilles des arbres. D'autres pensent qu'il en avait besoin pour améliorer son odorat. Mais il s'est avéré qu'en plus de la défense et du combat, ils utilisaient leur crête pour émettre des sons puissants et effrayants dans différentes tonalités. Les scientifiques les ont reproduits avec une précision fantastique grâce à la structure de ces tissus durs. Presque tous les êtres vivants dotés d'une voix utilisent des organes mous pour émettre des sons. Ceux-ci se décomposent rapidement. Mais le Parasaurolophus en avait des solides. Sur un crâne, on a remarqué que des tubes reliaient les narines à la crête et revenaient à ces dernières. C'était comme un tourne-bout, un instrument avant courbé. Cela prouve que ce dinosaure utilisait la crête située à l'arrière de sa tête pour amplifier ses cris, ce qui lui permettait de claironner pour que ses proches puissent l'entendre dans la forêt. Il produisait une sorte de bourdonnement avec des notes basses et hautes. Mélange un saxophone et une trompette au cri d'une oie, à un klaxon de voiture et ajoute des basses fréquences, puis augmente le volume. C'est à ça que ressemblait le cri du Parasaurolophus.
C'est aussi à ça que ressemblait ma classe de CM1. Mais bref, tu peux écouter différents sons de ce dinosaure sur Internet. Il émettait des bruits de tonalités différentes pour créer des liens sociaux complexes. Il pouvait communiquer, s'identifier, annoncer un danger ou au contraire, signaler ses intentions amicales. Nous venons d'entendre le bruit que faisaient certains anciens reptiles. Mais qu'en est-il des anciens insectes ? Ils n'avaient pas de corde vocale, mais ils utilisaient la friction entre certaines parties de leur corps. Regarde les grillons modernes qui gazouillent avec leurs ailes. Une aile a de minuscules encoches et la seconde a la forme d'un médiator. Passe le bout de ton doigt sur les dents d'un peigne en plastique. C'est le même principe. Leurs ailes vibrent et créent des ondes sonores. Mais le bruit créé par un ancien grillon était très différent de celui des insectes modernes qui étaient bien plus bruyants. Le son émis ressemblait plus à un sifflement. À l'aide d'ondes à haute fréquence, il pouvait également communiquer secrètement comme s'il le faisait sur un canal radio sécurisé. Si tu entendais cela, tu aurais sans doute du mal à t'endormir. Aujourd'hui, nos grillons sont moins bruyants, car ils utilisent plus de haute fréquence. Les ondes plus aiguës se propagent moins loin, ce qui réduit le risque qu'une chauve-souris ne les entende. Imagine le bruit de la jungle à cette époque. Le puissant gazouillis des grillons te fait mal aux oreilles, puis tu entends le sifflement d'un brachiosaure. Les claquements de bec d'un ptérodactyle font l'effet d'un coup de tonnerre, puis viennent des sons de trompette quelque part dans la jungle. Ce sont des Parasaurolophus qui communiquent entre eux. Et puis tu es effrayé par la sirène d'un tyrannosaure. Impossible de trouver la paix dans de telles conditions. Heureusement, les humains sont apparus plusieurs millions d'années plus tard. D'ailleurs, les scientifiques ont réussi à découvrir à quoi ressemblait le son de nos ancêtres. Ils ont soigneusement examiné la position de la bouche, du nez et de la gorge sur le squelette de l'homme de Néandertal. Sa voix était similaire à la nôtre, mais la gamme phonétique d'un adulte était la même que s'il avait 2 ou 3 ans. Une sorte de marmonnement sans consonne. L'étude du crâne n'a pas permis de recréer précisément la voix des Néandertaliens, mais en 2007, des scientifiques ont extrait des échantillons d'ADN de leurs os. Ils ont trouvé une variation du gène correspondant à la parole humaine. Les scientifiques pensent que les Néandertaliens se sont battus avec les Homo sapiens. À la suite de ce conflit, leur espèce s'est éteinte, mais le gène découvert indique qu'ils auraient pu aussi avoir d'autres liens entre eux. Peut-être que les Néandertaliens pouvaient comprendre leur langue et même prononcer certains mots. Lion, chien, chat, tous ces mammifères dorment dans des positions plutôt confortables. Mais pas les baleines. Elles ressemblent à des miches de pain géantes qui flottent, scène dont un plongeur a été témoin par hasard dans la mer des Caraïbes. 6 baleines se tenaient debout, la queue pointée vers le bas, à une profondeur d'environ 20 mètres sous la surface. Les scientifiques ont découvert que lorsque les cachalots font une sieste, ils restent dans cette position pendant 10 à 15 minutes. Ils ne bougent pas et ne respirent pas. Mais ces créatures ne passent que 7% de leur temps à dormir, soit beaucoup moins que les autres mammifères. En général, elles se reposent paisiblement dans l'eau ou se détendent en nageant lentement à côté d'autres animaux marins. Lorsqu'ils bougent et dorment en même temps, ils sont en train de faire une sieste. Ces animaux ne peuvent pas aller trop profondément et doivent rester près de la surface. Les grands requins blancs dorment et chassent à de plus grandes profondeurs, ce qui signifie qu'ils ont moins de soucis pendant leur sieste. En plus on s'enfonce, plus il fait froid. Les baleines ont besoin d'environnements plus chauds qui les aident à maintenir la température de leur corps imposant. Lorsqu'ils sont seuls, les dauphins entrent dans une phase de sommeil profond. Cela se produit généralement la nuit et ne dure que quelques heures à la fois. Quand il dort, l'animal flotte à la surface. Il éteint la moitié de son cerveau. Hé, je fais pareil. Ainsi que l'œil opposé. L'autre moitié reste à un faible niveau d'alerte, éveillé et prêt à réagir si un visiteur indésirable s'approche. La partie du cerveau qui est éveillée envoie également des signaux lorsqu'il est temps de remonter à la surface pour prendre une inspiration. Les mammifères marins ont un évent. C'est un lambeau de peau qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Les humains respirent de façon automatique. Ton corps sait ce qu'il doit faire même quand tu dors. Mais les baleines et les dauphins ont un système de respiration volontaire. Cela signifie qu'ils doivent aller consciemment à la surface pour respirer. Et une partie de leur cerveau doit toujours être éveillée pour informer l'animal qu'il est temps de remonter. Les baleines et les dauphins peuvent retenir leur souffle bien plus longtemps que les autres espèces. Ils ont également une plus grande tolérance au dioxyde de carbone et peuvent absorber plus d'air. Leurs globules rouges stockent également plus d'oxygène. Le sang des baleines et des dauphins ne va que dans les parties du corps qui ont réellement besoin d'oxygène.
Si une baleine n'utilise que son cerveau, son cœur, ses nageoires ou d'autres muscles nécessaires à la nage, à ce moment-là, ce seront également les seules parties du corps qui recevront de l'oxygène. La digestion ou d'autres fonctions peuvent attendre. L'océan n'est pas un endroit où on peut se détendre et s'endormir paisiblement. Pendant leur sommeil, les poissons réduisent leur activité. Leur métabolisme devient lent. Certains d'entre eux continuent à flotter au même endroit. D'autres trouvent un endroit plus sûr parmi les coraux ou dans la boue. Très tôt dans leur vie, les dauphins apprennent à émettre un sifflement unique qui aide les autres membres de leur groupe à les identifier. Cela signifie que ces sifflements spécifiques sont leurs noms et les dauphins y répondent. Les palourdes ont des pieds. Ça ressemble à une grande langue qui dépasse parfois de la coquille. Mais c'est en fait le pied et il est relativement long par rapport à la longueur de l'animal. Les palourdes utilisent ce membre pour se terrer dans le sable. La baleine bleue est le plus grand animal vivant. Et elle est aussi plus grande que l'était la majorité des dinosaures. Elle peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser près de 200 tonnes. Cela équivaut à 50 éléphants adultes. La langue d'une baleine bleue peut à elle seule peser plus qu'un éléphant. Un tel géant a besoin de beaucoup manger. 1 demi-million de calories en une seule bouchée. Le cœur de la baleine bleue fait la taille d'une petite voiture et pèse 590 kilos. Pour faire circuler le sang dans un corps aussi gigantesque, les battements du cœur sont si forts qu'on peut les entendre même à 3 km de distance. Le pouls d'une baleine ne bat que 8 à 10 fois par minute. La baleine est l'une des créatures les plus bruyantes qui existent. Son cri peut atteindre 180 décibels, ce qui est aussi fort qu'un avion à réaction. Près de 95% du corps de la méduse est constitué d'eau. À titre de comparaison, le corps humain est composé à 60% d'eau. Ce n'est probablement pas une surprise, puisque les méduses n'ont pas de cœur, de sang, d'yeux ou de cerveau. Les autres 5% du poids de leur corps sont constitués de protéines, de muscles et de cellules nerveuses. Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont donc plus anciennes que les dinosaures. Ces créatures n'ont pas beaucoup changé, et les méduses d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à leurs ancêtres. Ces créatures vivent dans l'océan, mais en 1991, plus de 2000 polypes de méduses ont été emmenés dans l'espace. Les scientifiques voulaient voir comment elles réagiraient dans un environnement sans gravité. Les méduses se sont reproduites et ont créé 60 000 nouveaux polypes. Mais malheureusement, ceux-ci ne pouvaient pas fonctionner normalement après leur retour sur Terre. Une espèce de méduse peut littéralement vivre éternellement. Quand elle vieillit, la créature descend au fond de la mer pour redevenir un polype. Et ce polype se transforme en une nouvelle méduse avec le même génome. Les requins du Groenland peuvent vivre 500 ans. Il s'agit d'un animal dont la durée de vie est presque la plus longue connue de tous les vertébrés. Les cachalots sont des créatures sociables qui passent leur vie entourées de leur famille. Ces animaux se soutiennent mutuellement et ont des amis proches dont ils se souviennent bien, même s'ils ne se voient pas pendant longtemps. Les anguilles électriques ont de petits yeux qui ne sont pas très efficaces dans les environnements sans lumière. Elles se fient donc surtout à leurs organes électriques. Ceux-ci sont constitués de 6000 cellules. Les anguilles les utilisent pour stocker de l'énergie comme des batteries. Ces créatures utilisent l'électricité comme les chauves-souris utilisent leur radar ou les dauphins leur sonar. Une anguille peut également produire suffisamment d'électricité pour alimenter un panneau d'ampoule électrique. Il existe un petit poisson archer tropical qui peut apprendre à reconnaître les visages humains. Ce poisson a la capacité intéressante de cracher de petits jets d'eau par sa bouche. Les chercheurs ont montré au poisson les images de 2 visages différents placés côte à côte. L'un était inconnu, l'autre familier. Le poisson était censé cracher de l'eau sur le visage familier. La créature a fait le bon choix dans plus de 80% des cas. Chaque année en hiver, les grands requins blancs qui vivent le long de la côte californienne disparaissent. C'est comme s'ils prenaient des vacances pendant 30 à 40 jours. Les animaux se rendent à un point situé à mi-chemin entre Hawaï et le Mexique. Ils le font pour se nourrir, se détendre ou passer du temps avec leurs potes d'autres régions. L'endroit est maintenant appelé le café des requins blancs. Certains types de requins, comme les makos, les requins baleines ou les requins blancs, respirent d'une manière très spécifique. Cela les oblige à nager sans arrêt. Ils doivent également se déplacer rapidement et avec la bouche ouverte. Ainsi, l'oxygène peut entrer et atteindre leurs branchies. Les éponges ou spongiaires font partie des animaux les plus primitifs. Ils sont immobiles, n'ont pas de bouche, d'yeux, d'os, de cerveau, de cœur, de poumons, ni tout autre organe. Et pourtant, ils sont vivants. Il existe une licorne des mers. C'est un animal appelé narval. Sa corne est en fait une dent qui peut atteindre 3 mètres de long. Les lamantins, également appelés vaches de mer, sont des parents éloignés des éléphants.
Leur poids peut atteindre 450 kg. Ces créatures sont végétariennes et ont besoin de manger chaque jour environ 10% de leur poids total. C'est beaucoup de salade marine. Dans certains cas, les lamantins partagent l'espace avec les alligators. Mais ils s'entendent plutôt bien. Tu peux même trouver une photo de Floride où un alligator monte sur le dos d'un lamantin. Les poissons-grenouilles ont des nageoires spéciales qui aident ces créatures à marcher sur le sable. Elles sont très utiles dans les eaux peu profondes. Un solénostomidé ou poisson fantôme est difficile à voir. Mais une fois que tu l'as repéré, tu vas être très surpris. Sa tête représente plus de 40% de son corps. Les crabes n'ont pas envie de perdre du temps avec des formalités telles que mettre la nourriture dans leur bouche. C'est pourquoi ils la goûtent avec leurs pattes, là où se trouvent leurs papilles gustatives. Les iguanes marins sont les seuls lézards de notre planète qui aiment passer du temps dans l'océan, même s'ils vivent principalement sur Terre. Ce sont des herbivores qui se nourrissent dans les eaux peu profondes et nagent comme des serpents. Les iguanes utilisent leurs longues griffes pour s'accrocher au fond lorsqu'ils ont besoin de manger. Les tortues vertes peuvent parcourir plus de 12 250 km lors de leur migration. Elles essayent de trouver l'endroit idéal pour pondre leurs œufs. Les pingouins volent en quelque sorte lorsqu'ils sont sous l'eau, atteignant une vitesse de 40 km/h. Il y a plus de 500 millions d'années, c'est ce que j'ai entendu, moi je n'étais pas là à l'époque, les vers d'eau profonde et les humains avaient un ancêtre commun. Nous partageons donc encore 70% de nos gènes avec ces créatures. Et avec les étoiles de mer, les calmars et les pieuvres. L'océan couvre plus de 70% de notre planète et plus de 80% de celui-ci est inexploré. Plus d'1 million d'espèces y vivent. Mais il n'y a pas que des animaux. 3 millions d'épaves reposent au fond de l'océan, recelant de mystérieuses histoires. Beaucoup d'entre elles restent encore à découvrir. J'ai une sacrée nouvelle pour vous. Les rats sont chatouilleux. En tout cas, c'était une nouvelle pour moi. Quoi qu'il en soit, ils ont ce que l'on appelle un centre du rire dans leur moyen cerveau. Et ils s'activent lorsque quelqu'un chatouille ces animaux ou quand ils se livrent à des activités amusantes et ludiques. Les chercheurs ont découvert cela en 2016, après avoir chatouillé le ventre des rongeurs et écouté leurs petits couinements aigus. Les colibris sont les seuls oiseaux que nous connaissions qui puissent voler en arrière. Ils le font principalement quand ils veulent s'éloigner des fleurs. Et voici un animal qui est incapable de reculer, le kangourou. Ils peuvent sauter et parcourir de grandes distances, mais la structure de leurs puissantes pattes arrière et de leur grande queue les empêche de marcher à reculons. Les narvals sont ces créatures étranges qui ressemblent à des sortes de licornes de mer. Cette corne sur leur tête n'est pas une défense, c'est une énorme dent qui sort à travers la lèvre supérieure des narvals mâles. Cette dent joue probablement un rôle dans leur parade nuptiale. Les flamants roses ne sont pas réellement roses, ils naissent gris. Mais au cours de leur vie, ils mangent beaucoup d'algues et d'autres aliments contenant un pigment rouge-orange que nous connaissons sous le nom de bêta-carotène. Ce pigment est décomposé et finit par se retrouver dans leur peau et leurs plumes, ce qui les rend roses. Ils doivent manger énormément de ces aliments pour rester ainsi. Si nous autres, humains, voulions changer la couleur de notre peau, nous ne serions pas capables de manger suffisamment d'aliments riches en bêta-carotène pour devenir réellement rose ou, dans notre cas, carrément orange. Les paresseux sont vraiment lents. Toutes les blagues et références à leur sujet sont vraies. Mais ils sont aussi de très habiles nageurs et ils se déplacent dans l'eau 3 à 4 fois plus vite que sur Terre. Ils peuvent faire la brasse tout comme les humains. Et c'est une compétence importante pour eux, car ce sont des animaux tropicaux vivant principalement dans les jungles. Et ces zones sont souvent inondées. Les tigres sont les plus grands membres de la famille des félins. Et oui, plus grands encore que les lions. Ensuite, aucun tigre ne présente les mêmes rayures. Leur pelage est en fait un camouflage, qui se révèle utile lorsqu'ils ont besoin de trouver le coin idéal d'où leur proie ne les verra pas. Il est intéressant de noter que leur peau est également rayée, pas seulement leur pelage. Et leurs rayures sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Même s'ils ont l'air plutôt innocents et rigolos, vous ne voudriez pas déranger un ornithorynque. Ces animaux sauvages font partie des quelques espèces de mammifères capables de vous empoisonner. Ils ont des ergots sur les bouts de leurs pattes arrière qui peuvent libérer du venin. Ils n'est pas assez puissants pour être mortels, mais la piqûre peut tout de même être très douloureuse et provoquer un gonflement ainsi que d'autres problèmes. Lorsqu'une coccinelle doit se défendre contre d'éventuels prédateurs, elle commence par saigner des genoux.
Ce n'est pas du véritable sang qui sort de ses articulations. C'est une substance chimique particulière qui sent très mauvais et, par conséquent, repousse les prédateurs. Elles ont un autre mécanisme qui les aide à survivre dans l'impitoyable règne animal, leur couleur spécifique. Les prédateurs n'aiment pas vraiment les combinaisons de couleurs vives telles que le rouge, l'orange et le noir, car ils savent que les créatures colorées de cette façon peuvent avoir un goût affreux. Les coqs peuvent être extrêmement bruyants le matin, mais ils ne deviennent pas sourds, car ils n'entendent même pas à quel point leurs cris peuvent être forts. Ce qui les protège, ce sont des sortes de boules skies intégrées. Les poules ont un système semblable qui réduit le risque de perte d'audition. Non seulement elles possèdent cette protection, mais elles peuvent également faire repousser leurs cellules ciliées cochléaires si elles sont endommagées en seulement quelques jours. Les hiboux n'ont pas vraiment de globes oculaires, ils ont quelque chose qui s'apparente plutôt à des tubes oculaires. Et ils ne peuvent pas les bouger de gauche à droite comme nous pouvons le faire avec nos yeux. C'est pourquoi ces oiseaux ont des coups incroyablement flexibles. Ils sont capables de tourner leur tête à 270 degrés. En comparaison, les humains ne peuvent tourner la leur qu'à 180. C'est pourquoi les hiboux ont un système spécifique de vaisseaux sanguins dans leur tête. Il apporte du sang frais au cerveau si un oiseau tourne sa tête trop rapidement et coupe sa circulation. Nage droit devant toi. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Dory le poisson chirurgien bleu chantait cela dans Le Monde de Nemo. Dory n'était pas un requin, mais c'est un message que certaines espèces de requins doivent prendre au pied de la lettre. Les requins mako, les grands requins blancs, les requins balinas et d'autres espèces doivent continuer à nager toutes les temps, sinon ils arrêteront de respirer. Nous utilisons nos poumons pour respirer. Et certains requins utilisent une méthode appelée pompe buccale. Cela signifie qu'ils nagent la bouche ouverte. De cette façon, ils permettent à l'eau de circuler à travers leurs branchies, et donc d'en extraire l'oxygène. L'animal le plus dangereux de notre planète n'est pas un ours, un requin ou un tigre aux dents acérées. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, le moustique. Non seulement il est extrêmement irritant, mais il transmet aussi des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme ou la dengue. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont emportées par de telles maladies. Les moustiques surpassent également en nombre toutes les autres créatures à travers le monde, mis à part les termites et les fourmis. Les grizzlies sont des animaux incroyablement forts, dotés d'une puissante morsure, capables d'écraser une boule de bowling. C'est pour cette raison qu'on ne les autorise justement pas dans les salles de bowling. Malgré cela, ce sont essentiellement de petits mangeurs. Ils sont assez forts pour faire de leur repas tout ce qu'ils rencontrent, y compris un bison, un élan ou un caribou. Mais ils aiment toujours grignoter leurs fruits, noix et autres baies, voire même une petite souris malchanceuse qui se perdrait pour finir dans la bouche du prédateur. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux de la planète. Nous le connaissons aussi sous le nom d'Oxyuranus microlepidotus. Il vit en Australie. Une seule morsure sécrète suffisamment de venin pour s'avérer fatale à au moins une centaine d'humains adultes. Et une demi-heure y suffit si vous n'avez rien pour traiter la morsure immédiatement. On dit que ces serpents sont le plus souvent timides et préfèrent se préoccuper de leurs propres affaires. Mais comme les autres animaux, ils attaqueront s'ils se sentent menacés ou provoqués. Il existe un type de tortue qui peut rester en vie pendant des mois sous la glace en respirant par son derrière. Quand il fait plus froid, certains animaux ne trouvent pas d'endroit sûr où demeurer. Ils doivent donc survivre aux conditions hivernales rigoureuses où qu'ils soient. Et tandis que les abeilles se mettent à l'aise dans leur nid et que les ours dorment dans des grottes, les tortues peintes n'ont d'autre choix que de rester dans leurs étangs gelés. Comme la glace limite leur accès à l'air, elles extraient directement l'oxygène de l'eau et respirent par leur derrière. Oui, j'avoue que ce serait bien pratique. Il est bien connu que les corbeaux sont des animaux incroyablement intelligents. Ils excellent dans la résolution de problèmes. Mais il semble qu'ils aient également une impressionnante intelligence sociale. Ils sont très en phase avec leurs sentiments, ainsi qu'avec les émotions de leurs compagnons. Si un corbeau dans le groupe se sent morose, il est probable qu'il entraîne les autres aussi. Un vrai rabat-joie. Quand ils voient un oiseau qui n'aime pas certaines nourritures et l'exprime de manière très vive, ils perdent aussi tout intérêt pour leur propre nourriture.
La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde, quoiqu'elle soit minuscule. Seulement 900 mètres de long environ. Quand elle détecte une proie, elle ouvre sa grosse pince qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la longueur de son propre corps et laisse entrer un peu d'eau. Ensuite, elle referme la pince très rapidement, ce qui projette un jet de balles extrêmement puissant, de près de 100 km/h. Ces balles peuvent étourdir, ou même terminer la proie que la crevette essaie d'attraper. Et quand les bulles éclatent, elles produisent une détonation surprenamment forte, de plus de 210 décibels. Les crocodiles sont encore plus effrayants que nous ne le pensions, car beaucoup d'entre eux peuvent galoper comme des cabris. Ils ont probablement hérité cette capacité de leurs anciens ancêtres crocodilomorphes, qui étaient aussi trapus que des chats, avaient de longues jambes, et pouvaient courir à une vitesse d'environ 18 km/h. Les plus petits crocodiles galopent le plus souvent quand quelque chose les poursuit. Mais les caïmans et les alligators n'ont évidemment pas besoin d'utiliser cette compétence. C'est vous qui êtes le plus susceptible de prendre vos jambes à votre cou quand vous les voyez. Il s'avère que les étoiles de mer n'ont pas de tête. Elles sont la tête. Lorsque vous observez une étoile de mer, vous vous dites sûrement qu'elle n'a que 5 bras. Les savants ont toujours été curieux de savoir pourquoi les étoiles de mer ressemblaient à cela, et, en particulier, où se trouvait vraiment leur tête. La plupart des créatures, nous y compris, possèdent des corps bilatéralement symétriques, ce qui signifie que vous pouvez les scinder au milieu et obtenir 2 côtés qui correspondent. Mais les étoiles de mer, ainsi que les oursins plats et les anémones de mer, sont différents. Ils possèdent une symétrie radiale, ce qui signifie que leurs corps ont des parties identiques mais réparties à partir du centre. Les étoiles de mer, ou astéries, sont particulières en raison de cette symétrie à 5 branches, et l'on peut les diviser en 5 parties égales. Pour réaliser cette découverte, les scientifiques ont eu recours à une technique appelée tomographie ARN, qui aide à l'étude des gènes. Ils se sont concentrés sur ceux qui déterminaient la couche extérieure, incluant le système nerveux. Étonnamment, les gènes associés étaient actifs dans la tête de l'étoile de mer, ainsi que dans ses bras. Pourtant, les gènes liés au tronc étaient à peine actifs. Cela suggère que les étoiles de mer présentent une séparation unique entre leur tête et leur corps. L'étude a suscité de nouvelles questions sur l'évolution de ces créatures et sur ce à quoi leurs ancêtres dotés de troncs auraient pu ressembler, en se basant sur leurs fossiles. Elle a également montré que les gènes actifs dans le système nerveux d'un antéropneuste se trouvaient également actifs dans la peau de l'étoile de mer, recouvrant tout son corps. Ces gènes sont les plus actifs au centre de chaque bras, changeant vers l'extrémité pour s'apparenter davantage aux gènes que l'on trouve à l'arrière d'autres animaux. Les étoiles de mer sont dépourvues des gènes qui constituent un torse. Tout cela a remis en question notre conception de leur anatomie. Il existe une rumeur selon laquelle Paul McCartney aurait enregistré un sifflement ultrasonique pour son berger des Shetland, à la fin de la chanson des Beatles, A Day in the Life. Les chiens peuvent percevoir ces ultrasons car leur ouïe est phénoménale. Pour remuer une seule de leurs oreilles, ils doivent faire appel à 18 muscles différents. Cela leur permet de localiser rapidement l'origine des sons, et c'est une autre compétence où ils nous surpassent de loin. Leurs incroyables oreilles font parfois de l'ombre à leurs truffes. L'odorat des chiens est jusqu'à 100 000 fois plus affûté que celui des humains. Lorsque nous n'avons qu'environ 5 millions de récepteurs olfactifs, un chien de chasse peut en compter jusqu'à 300 millions. Une autre étude a prouvé que les chiens et les grands dauphins pourraient partager une fascinante similitude avec les humains. Ils appellent leurs proches par leur nom lorsqu'ils se retrouvent séparés. Cela ferait d'eux les premiers animaux connus pour cela. Ces recherches ont révélé que les dauphins reproduisaient les sifflements caractéristiques de l'un des leurs lorsqu'ils étaient éloignés de leurs congénères. Dans les enregistrements du programme de recherche sur les dauphins de Sarasota, des paires de dauphins ont été gardés dans des bassins séparés, mais ils pouvaient toujours communiquer entre eux. Et leur bavardage imitait les sifflements uniques de leurs compagnons dauphins. Ensuite, nous avons les flamands et leurs pratiques alimentaires si particulières. On les voit souvent se nourrir avec la tête positionnée à l'envers. Ce comportement distinctif est lié à l'anatomie de leur bouche et à la mécanique de leur long cou élégant. Ces oiseaux sont des animaux filtreurs, qui utilisent leur langue comme des tamis efficaces pour trier la nourriture. Lorsqu'un flamand trempe son cou dans l'eau, il positionne essentiellement sa bouche à l'envers. Ensuite, l'oiseau rabat son bec et propulse habilement l'eau à travers des extensions en forme de peigne le long de celui-ci. Il utilise également sa langue pour expulser l'eau, tout en retenant toute la nourriture collectée.
Si vous avez regardé le film La sagesse de la pieuvre, vous savez peut-être déjà que celles-ci sont capables de nouer des liens avec les humains. Mais cette fois, nous allons nous concentrer uniquement sur l'anatomie de cette créature. Les pieuvres ont 3 cœurs. Un cœur pompe le sang à travers leur corps et les 2 autres travaillent lors de concert pour envoyer ce sang vers les branchies de l'animal. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux. Chacun de leurs 8 tentacules a son propre mini-cerveau. Ceux-ci permettent à chaque tentacule de se mouvoir indépendamment, à une vitesse fulgurante. Il y a également un 9e cerveau, qui supervise l'ensemble du système nerveux de l'octopode. Les opossums sont aussi très intelligents, à leur manière. Ils sont connus pour feindre la mort lorsque leur vie est menacée. S'ils sont confrontés à des prédateurs, les opossums tentent d'intimider leurs ennemis en montrant leur croc, en sifflant et en grognant. Toutefois, lorsque toutes ces tactiques échouent, les opossums se résignent à fermer les yeux et s'effondrent sur le côté pour faire semblant d'être morts. Pour parfaire l'illusion, un opossum peut également baver, laisser pendre sa langue et même se faire dessus pour mieux laisser croire à une mort soudaine. Il est remarquable que les opossums puissent maintenir un tel état pendant plusieurs heures, en attendant d'être sûrs que la menace ait disparu. Les singes peuvent être très bruyants lorsqu'ils s'appellent les uns les autres. Mais le cri du singe hurleur peut parcourir environ 5 km si les bonnes conditions sont réunies. Les mâles sont généralement plus bruyants que les femelles. Ce son est en fait créé en tirant de l'air à travers l'espace d'un grand os qui se trouve dans la gorge de l'animal. Cet os est plus grand chez les mâles que chez les femelles, et c'est pourquoi les mâles hurlent plus fort. Les ours polaires ont une peau noire sous toute cette fourrure. Leur pelage blanc et duveteux est en fait translucide. Il semble seulement blanc car il réfléchit la lumière visible et la peau en elle-même est d'un noir profond. Ces plantigrades sont tout aussi impressionnants quand il s'agit de nager. Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 10 km/h dans l'eau, ce qui est plutôt rapide pour de si grosses créatures. Ils peuvent nager sur des kilomètres et continuer pendant des heures. Leurs grandes pattes sont faites pour la nage. Ils les utilisent pour pagailler dans l'eau tandis que leurs pattes arrière restent droites et agissent comme gouvernail, les aidant à se diriger. Puisque que nous avons été voir les ours polaires, nous pourrions tout aussi bien ajouter un fait romantique sur les manchots. Les manchots Papou et Adélie se mettent en avant avec de généreuses propositions. Ils offrent à leurs partenaires potentiels des cailloux précieux, essentiels en vue de la construction de leur nid dans les paysages désolés de l'Antarctique. Si la femelle manchot accepte ce caillou, ils sont liés pour la vie et prêts à s'accoupler. Une autre étude a révélé que nos adorables chats domestiques partageaient plus de 95% de leur patrimoine génétique avec les tigres. Ces charmantes boules de poils reproduisent également de nombreux comportements de leurs parents sauvages, comme marquer leur territoire au moyen de leur odeur, et le classique, traquer et bondir en guise de jeu. Biologiquement, néanmoins, le cerveau d'un chat est assez similaire à celui d'un humain. Nous partageons des régions émotionnelles identiques dans nos cerveaux. Les chats peuvent également produire jusqu'à 100 sons différents. Les hiboux ont des tubes, ou cylindres, oculaires. Ces yeux de forme allongée n'accomplissent pas le même mouvement que nos globes oculaires. Nos yeux peuvent se déplacer dans presque toutes les directions. Les hiboux, eux, doivent effectuer un tour complet au moyen de leur corps ou de leur tête pour regarder autour d'eux. Tout cela en raison de leur vision nocturne. Pour maîtriser l'art de voir dans l'obscurité, ils ont besoin de grandes cornées, capables de recueillir chaque particule de lumière. La plupart des animaux nocturnes, comme les lorilans ou les tarsiers, ont d'énormes yeux pour s'acquitter de cette tâche. Mais les hiboux ont de petits crânes, de sorte que leurs yeux ne pourraient pas grandir davantage. Les cafards sont connus pour leur capacité à survivre, et une raison clé à cela réside dans leur structure cérébrale unique. Ils possèdent 2 cerveaux, un dans leur tête et un plus rudimentaire au niveau de leur abdomen. Si elles sont si difficiles à attraper, c'est parce que ces bestioles réagissent extrêmement vite. Elles ont de petits poils sur leur arrière-train qui peuvent ressentir la moindre brise. Lorsque ces poils tressaillent, le cafard ne perd pas de temps. Il passe instantanément en mode évasion. Des recherches ont montré qu'un cafard pouvait réagir en seulement 1/20 de seconde. Ainsi, au moment où nous allumons la lumière ou attrapons quelque chose pour l'écraser, le cafard est déjà en train de filer à toute vitesse. Les chats peuvent faire des rêves. Parfois, vous pouvez voir les moustaches de votre chat remuer ou ses pattes donner de petits coups pendant qu'il dort. Cela ne signifie pas nécessairement que votre animal fasse un cauchemar.
Il suffit de s'intéresser au sommeil humain pour avoir une idée de ce qui se passe chez nos amis félins. Pendant le sommeil paradoxal, ou REM, notre cerveau devient très actif, presque autant qu'à l'éveil. C'est aussi le moment idéal pour rêver. Le sommeil REM est ainsi nommé en raison des mouvements rapides que font nos yeux sous nos paupières. Mais alors que nos yeux peuvent bouger, le reste de notre corps demeure immobile. L'accent est mis sur ce qui se passe dans nos têtes. C'est aussi vrai pour les chats. Hormis un mouvement par-ci, par-là, les chats ne bougent généralement pas beaucoup lorsqu'ils roupillent. C'est juste une journée ordinaire. Comme d'habitude, tu prends une douche avant de commencer à te préparer pour le travail. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce que tout parte en cacahuète. Un geste maladroit, un peu d'eau renversée sur le sol, et te voilà en train de battre des bras en l'air, ton corps se rapprochant du sol à une vitesse effrayante. Tout devient noir. La première chose que tu entends est un sifflement aigu dans ta tête. Aïe, ta tête, aïe. Tu te lèves avec précaution. Il n'y a pas de sang, et c'est tant mieux. Ce qui est encore mieux, c'est que le bruit agaçant s'arrête brusquement. En te tenant la tête, tu sors de la salle de bain et tu manques de trébucher sur ton chat Milo. Il miaule, puis une voix claire dans ta tête te dit « Espèce de gros maladroit !» Hein ? Tu tournes la tête avec effroi, mais tu ne vois personne. Il n'y a que toi et... Milo ? Tu t'es probablement cogné la tête plus fort que tu ne le pensais. Tu hausses les épaules et tu te diriges vers la cuisine. Milo te suit. Tu entends des ronchonnements incessants. Pourquoi lui peut-il dormir dans la chambre alors que je suis interdit de séjour ? Pourquoi n'ai-je pas encore eu mon repas ? Cet humain est trop paresseux. Dois-je gratter le canapé ou laisser une souris sur son oreiller ? La première pensée qui te vient à l'esprit est « Il y a des souris dans la maison ?» La seconde est plus pertinente. « Je suis en train de perdre la boule. Génial !» En mode pilotage automatique, tu verses un peu de lait dans le bol de Milo et tu en remplis un autre avec des croquettes. Le chat ne semble pas satisfait de ta vélocité si l'on en croit son « Oh, pour l'amour du ciel, bouge-toi, mec !» Ok, maintenant, tu vas devoir vivre en sachant que ton chat bien-aimé Milo a en réalité le caractère d'un vieil homme grincheux. Oh ! Tu décides de t'enfermer à nouveau dans la salle de bain parce que tu commences à te sentir épuisé. Tu t'assieds lourdement sur le couvercle des toilettes et tu manques de tomber de ton trône à la renverse lorsque tu entends des bruits de disputes bruyantes. Après avoir regardé autour de toi, tu découvres qu'apparemment, il n'y a pas seulement des souris, mais aussi des cafards dans ta maison. Tout simplement génial. Actuellement, tu as les yeux fixés sur un couple de ces insectes qui semblent se chamailler. Du moins, l'un d'entre eux accuse l'autre de... Attends, quoi ? De tricher ? Tu en as assez entendu. Tu t'apprêtes à sortir de la salle de bain quand tu entends un bang. Dans la salle de bain, tu trouves ton chat par terre sous un pot de fleurs brisé. Le pire, c'est qu'il a l'air vraiment blessé. Il n'arrête pas de gémir et de miauler. J'ai mal, ma patte, aïe, aïe. Mais le canapé ne peut pas rester sans égratignure aujourd'hui. Tu attrapes Milo, le pousses dans sa caisse de transport. Hé, attention toi, le bipède. Et tu te diriges vers la clinique. Sur le chemin, tu dois te concentrer fortement pour bloquer le bruit des innombrables voix qui t'assaillent. La salle d'attente du vétérinaire est pleine. Tu vas devoir patienter longtemps. Une demi-heure plus tard, ta tête est prête à exploser. Tu as découvert que ce python jaune s'intéresse de façon suspecte au hamster que la jeune fille qui se trouve dans le coin serre contre sa poitrine. Si joli. Le hamster s'inquiète de sa réserve de noix. Où les ai-je cachés ? Où ? Un petit chien venu avec une dame âgée a peur des aiguilles. Si ce truc pointu s'approche encore une fois de moi, ils vont le regretter. Je détruirai tout le monde sur mon passage. Ton tour est enfin venu. La vétérinaire t'invite dans son cabinet et tu te penches pour récupérer Milo quand un jeune homme à l'air désespéré fait irruption dans la pièce. « Mon chiot, qu'est-ce qu'il a ?» La vétérinaire te regarde en s'excusant, mais tu es concentré sur le chiot. Il a l'air faible, mais tu parviens à comprendre les mots « chocolat, miam ». Lorsque tu dis au vétérinaire et au propriétaire anxieux que le toutou a mangé du chocolat, qui est en fait un poison pour les chiens, ils te regardent d'un drôle d'air et disparaissent dans le cabinet du médecin. Quelque temps plus tard, le type sort, tenant le chien qui a l'air bien mieux qu'avant. Lorsqu'ils sont partis, le vétérinaire se tourne vers toi. « Comment avez-vous compris que ce chien avait mangé du chocolat ?»«
Oh oh, nous y voilà. Tu décides que l'honnêteté est la meilleure stratégie. Et tu dis au vétérinaire que tu peux comprendre ce que disent les animaux. Bien sûr, elle ne te croit pas. Tu dois faire des efforts pour la persuader. Mais avec l'aide de 2 autres chiens, de Milo et d'un vieil écureuil, tu parviens à lui faire croire ce que tu avances. Lorsque tu rentres à la maison, tu as la tête qui tourne et tu as très faim. Tu ne penses qu'à des œufs au plat et du bacon. Miam! Attends, du bacon? Mais c'est... Oh oh, visiblement à partir d'aujourd'hui, tu es devenu végétalien. Quoi qu'il en soit, c'est là que tout bascule. Tu ne sais pas comment cela s'est produit, mais tu deviens célèbre du jour au lendemain. Le lendemain matin, un grand bruit te réveille. Et ce n'est pas comme si des animaux te parlaient. Tu regardes par la fenêtre et tu vois une foule de gens rassemblés autour de ta maison. Certains sont des journalistes, mais d'autres sont des propriétaires d'animaux de compagnie venus te demander de l'aide. Milo n'est pas content. Tout en grognant sans arrêt et en te traitant de tous les noms, il te mord la jambe et se réfugie sous les escaliers. Et toi, tu sors de chez toi pour parler aux gens et répondre aux questions des journalistes. Le soir, tu es épuisé, mais aussi heureux. Tu as sauvé plusieurs animaux aujourd'hui. Ils avaient de graves problèmes de santé et des troubles psychologiques que leurs propriétaires n'arrivaient pas à résoudre seuls. Allongé dans ton lit dans le noir, tu réfléchis à la façon dont tu pourrais utiliser tes pouvoirs. C'est alors que ton plan prend forme. Bientôt, tu deviens le spécialiste des soins aux animaux le plus renommé au monde. Tu écoutes les animaux parler de leurs problèmes, tu les soulages de leur dépression et tu les aides à résoudre les malentendus avec leurs propriétaires. Des émissions de télévision t'invitent pour des interviews, ta chaîne YouTube se développe chaque jour. Les gens te reconnaissent dans la rue et te demandent de prendre des photos avec eux. Tu voyages dans le monde entier, tu aides les espèces menacées et tu donnes des conférences. Tu ouvres des cliniques vétérinaires aux 4 coins du globe et tu invites les meilleurs professionnels à y travailler. Tu ne te sens jamais seul. Il y a toujours quelqu'un à qui parler ou à écouter. Au moins quelques oiseaux quand tu te promènes dans le parc ou quelques poissons quand tu as un rare moment de repos sur la plage. En même temps, tu as pris conscience du nombre d'animaux qui supplient pour obtenir de l'aide, mais personne ne peut les entendre. Tu décides alors d'endosser le rôle de leur porte-parole. Il s'avère que tu es maintenant célèbre non seulement dans le monde des humains, mais aussi dans celui des animaux. Ils sont reconnaissants et en retour, ils commencent à t'informer de différentes catastrophes naturelles qui sont sur le point de se produire sur la planète. Tu as entendu dire que les animaux pouvaient prédire les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Et si avant, les gens devaient faire des efforts pour remarquer le comportement inhabituel de certaines espèces, désormais, les animaux te transmettent simplement des informations sur ce qui va se passer et où. Avec le temps, tu remarques que tu passes moins de temps parmi les gens et plus de temps avec les animaux. Ensemble, vous planifiez des campagnes contre les zoos, les cirques et autres lieux où les animaux sont détenus contre leur gré. Et puis un jour, l'impensable se produit. Tu rentres chez toi lorsqu'une camionnette noire s'arrête à côté de toi. Plusieurs types masqués t'attrapent et te poussent à l'intérieur. Les portes se referment dans ton dos. À l'intérieur, tu découvres que plusieurs personnes influentes ne sont pas contentes de ton activité. Tu te rends compte que ce voyage ne va pas bien se terminer. Les gars te bandent les yeux et te conduisent quelque part. Mais à un moment, tu perds pied et tu te cognes la tête contre quelque chose. Très fort. Tu ouvres les yeux, Milo se tient au-dessus de toi et regarde ton corps étendu avec une certaine indifférence. Et puis la chose la plus terrible se produit. Il miaule ce qui ressemble à une phrase entière, se détourne et sort de la salle de bain. Et tu ne comprends pas un seul miaulement de ce qu'il dit. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve ? Il se peut que vous ayez un chien qui remue la queue autour de votre maison ou qui renifle à vos pieds. Mais avez-vous déjà admiré la finesse de l'ouïe de votre chien ? Je veux dire, il peut percevoir l'ouverture d'un sac de chips même si vous vous trouvez à un autre étage de la maison. Même avec cette capacité incroyable, la plupart des chiens domestiques n'ont pas la meilleure audition du règne animal. À vrai dire, ils ne sont même pas dans le top 5. Sur cette note, aventurons-nous dans le monde de l'ouïe animal et essayons d'imaginer à quoi ressemble la vie pour d'autres créatures.
Le fait est que nous autres humains sommes plutôt fortiches. Nous avons toutes sortes de talents, mais quand il s'agit des Jeux Olympiques de Louis Fine, nous ne sommes même pas qualifiés pour la compétition. Mettez-nous à côté d'un chat ou d'une chauve-souris, et nos oreilles paraissent plutôt basiques. Prenez par exemple les éléphants. Ce sont de grands animaux, et leurs oreilles le sont tout autant. Leurs organes auditifs sont capables de capter les ondes infrasonores. Cela dit, ce ne sont pas des ondes sonores ordinaires. Il s'agit de murmures à basse fréquence qui nous sont inaudibles. Cela signifie que les éléphants peuvent entendre des choses telles que le déplacement des nuages de pluie. Non seulement ça, mais ces mastodontes ont également une façon assez astucieuse de communiquer. Ils martèlent dans le sol, créant des vibrations à peine perceptibles. Mais pour les éléphants, ces vibrations sont l'équivalent d'un appel téléphonique longue distance. Ces messages passent à travers leurs pieds et par les os de leurs oreilles, même lorsqu'ils se trouvent à plusieurs kilomètres. C'est ce qu'on appelle une très bonne réception. Passons maintenant aux chauves-souris. Elles sont passées maîtresses dans l'art du repérage nocturne, grâce à leur capacité d'écolocalisation. Ces animaux émettent des sons à très haute fréquence, qui se répercutent après avoir frappé les objets. Cet écho aide les chauves-souris à dresser une carte mentale, leur permettant de se déplacer sans problème dans l'obscurité. Et quand nous pensions que les chauves-souris ne pourraient pas être plus cool, les scientifiques ont découvert que leur capacité auditive s'étendait à leurs ailes. Des poils spéciaux appelés cellules épidermiques de Merkel détectent les mouvements de l'air, aidant les chauves-souris à détecter les objets devant elles. Ce n'est pas l'ouïe ordinaire à laquelle nous sommes habitués, mais c'est une fantastique adaptation à leur environnement. Les dauphins, en revanche, sont maîtres de l'acoustique aquatique. Pour commencer, on pourrait croire que le fait de vivre sous l'eau serait un obstacle à l'audition, mais les dauphins ont transformé ce défi en un avantage. Ils ont développé leur propre version de l'écolocalisation et émettent des impulsions sonores à partir de leur front. Ces sons rebondissent sur les objets et sont captés par la mâchoire du dauphin avant d'être transmis au cerveau via des nerfs auditifs particulièrement développés. Leurs oreilles, bien que présentes, ne jouent pas un rôle central dans l'ouïe, comme c'est le cas chez nous. Au lieu de cela, les dauphins ont trouvé des moyens innovants d'écouter, prouvant une fois de plus à quel point les animaux sont incroyables. Ne laissez pas leur statut domestique vous abuser. Vos chats et vos chiens sont des champions de l'ouïe. Les oreilles des chats sont conçues pour capter des sons à haute fréquence jusqu'à 50 mètres de distance. Pratique pour attraper des souris, n'est-ce pas? Les chiens, quant à eux, sont des pros quand il s'agit de localiser les sons grâce aux muscles autour de leurs oreilles. Avez-vous déjà vu votre toutou dresser l'oreille quand il entend quelque chose de suspect? C'est son ouïe aiguisée qui est à l'œuvre. Même les plus petits êtres qui bourdonnent autour de nous, comme les insectes, peuvent écouter le monde. À vrai dire, certains insectes possèdent quelque chose de similaire à nos tympans humains. C'est une petite membrane délicate, appelée organe tympanique. Nos tympans vibrent avec les ondes sonores. Cette vibration est ensuite transformée en un signal que notre cerveau peut comprendre. Bien, vous avez sûrement entendu la sérénade nocturne des grillons ou le rythme effréné des cigales en été. Ces petits mélomanes utilisent précisément ce type de configuration pour écouter le monde alentour. Ce n'est pas tout, néanmoins. Certains insectes adoptent une approche différente pour détecter leur environnement. Ils ont ces cellules sensorielles juste au milieu de leurs antennes. Cette structure est ce que l'on appelle l'organe de Johnston. Prenez par exemple les moustiques, les abeilles ou même les drosophiles. Ils utilisent leurs antennes non seulement pour repérer leur chemin, mais aussi pour écouter le monde. Mieux encore, les sphinx, ces papillons nocturnes et crépusculaires, ont un organe unique niché dans leur bouche. Il est comme un super pouvoir qui leur permettrait d'entendre les ultrasons. Avec cela, ils peuvent éviter les dangereux plongeons des chauves-souris à l'affût. Pour ce qui est du trophée ultime de Louis, le règne animal a un champion tout à fait singulier. C'est un autre papillon de nuit. Pas n'importe lequel papillon cependant, il s'agit de la fausse teigne de la cire, étudiée par des chercheurs basés à Glasgow, en Écosse. Ils ont une connaissance fascinante de ces papillons, qui méritent amplement que l'on dresse l'oreille pour y prêter attention. Juste pour vous donner un peu de contexte, la fausse teigne ne se distingue pas par son apparence. Elle est juste brunâtre. En ce qui concerne sa routine quotidienne, elle adore grignoter des alvéoles de miel. Bien qu'elle se fonde parfaitement dans le règne animal, elle a une sacrée paire d'oreilles. À quel point son ouïe est-elle fine, vous demandez-vous?
Eh bien, il a été découvert que cette petite créature pouvait capter des sons à des fréquences allant jusqu'à 300 kHz. En comparaison, nos oreilles humaines ne peuvent détecter que des sons d'environ 20 kHz. Cette capacité, déjà peu impressionnante, chute à environ 15 kHz à mesure que nous vieillissons. Même les dauphins ne peuvent-ils pas rivaliser avec la fausse teigne? Ils ne peuvent entendre de sons que jusqu'à environ 160 kHz. Vous vous demandez probablement pourquoi une simple mythe aurait besoin d'une ouïe si développée. Les scientifiques expliquent que la raison derrière cette audition extraordinaire réside dans son instinct de survie, sa peur de la prédation, pour être précis. Les chauves-souris utilisent des signaux d'écolocalisation à haute fréquence pour repérer leurs délicieux repas de papillons, parmi tant d'autres insectes. Mais ces ingénieuses petites mythes ont évolué pour capter des fréquences que même les chauves-souris ne pourraient ne pas atteindre. Malgré ce raisonnement, le mystère perdure quant à pourquoi ces papillons de nuit pourraient bien avoir besoin d'entendre à de telles fréquences. Au cours de leurs recherches, les spécialistes se sont rendus compte que leurs enregistrements des ultrasons présentaient quelques lacunes. Il y a donc une chance que les chauves-souris soient capables d'émettre des signaux à de si hautes fréquences que les papillons de nuit puissent entendre. Pour découvrir cela, les scientifiques ont utilisé un dispositif à ultrasons conçu tout spécialement. Il a d'abord émis ces fréquences extrêmement élevées, et on a ensuite observé la réaction des papillons de nuit au moyen d'électrodes pour mesurer leur réponse neuronale. Les implications pratiques de ces recherches pourraient être considérables. Comprendre le fonctionnement interne de l'oreille de la fausse teigne de la cire pourrait avoir un grand impact sur la technologie. Ces connaissances pourraient aider les chercheurs à concevoir des microphones minuscules, par exemple. Nous savons que toutes sortes de créatures, des petites bêtes grouillant sur le sol aux titans qui nagent dans l'océan, sont capables de capter certaines fréquences sonores que nos oreilles humaines ne peuvent tout simplement pas détecter. Toutefois, les chercheurs ont fait une découverte fascinante. Ils ont démontré, pour la première fois, que notre capacité à détecter de minuscules différences dans les fréquences sonores pourrait être supérieure à celle des animaux, et ce grâce à nos neurones individuels. Comment ont-ils bien pu prouver cela, me demanderez-vous? Eh bien, ils ont eu recours à une technique unique qui leur permet d'enregistrer l'activité des neurones individuels dans le cortex auditif. C'est une partie de notre cerveau qui joue un rôle majeur dans le traitement des sons, alors que nous sommes exposés à divers bruits. Voyez-vous, l'essentiel de ce que nous savons sur le cortex auditif a été découvert lors de recherches passées qui ont étudié comment l'activité neuronale des animaux réagissait au son. Ces études ont été extrêmement utiles pour nous donner un aperçu de la façon dont ceux-ci sont traités dans notre propre système auditif. Mais elles ne nous ont pas vraiment permis de savoir ce qui nous distinguait, nous, les humains, dans la façon dont nous percevons les sons. Lorsque les chercheurs ont testé comment nous réagissions à des sons artificiels, ils ont découvert que les neurones de notre cortex auditif répondaient avec un niveau de précision surprenant à certaines fréquences spécifiques. Ils pouvaient même déceler des différences aussi infimes qu'un quart de ton, simplement en observant la réaction des neurones individuels. C'est un niveau de détail que l'on ne trouve généralement pas dans le cortex auditif des autres mammifères. La seule exception pourrait être les chauves-souris, qui utilisent leur ouïe d'une manière assez unique. Mais cela pourrait expliquer pourquoi nous pouvons distinguer les fréquences mieux que les animaux. Il semble que la façon dont nos cerveaux traitent ces dernières présente quelques caractéristiques particulières. Lorsqu'on a diffusé des sons plus naturels, comme des conversations, de la musique et des bruits du quotidien, les neurones ont alors montré des schémas d'activité complexes. Ces schémas ne pouvaient pas être entièrement expliqués par la seule sélectivité des neurones. Des études sur les animaux ont montré des phénomènes similaires, mais c'était la première fois que nous observions cela chez les humains.